Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Brap Show avec Mister Brap. Clément est là. Maintenant 13,2 000 abonnés sur TikTok. J'ai regardé hier. Il a gagné un peu plus de 200 abonnés depuis qu'on a commencé le podcast. Et je pense que le podcast peut prendre tout le crédit. On va commencer avec ça. On va revenir sur l'épreuve de Red Bud, sixième épreuve du championnat 2024 à Mapro Motocross. Et une épreuve qui a commencé, en fait, les surprises ont commencé dès le vendredi ou même le jeudi. Le jeudi, la nouvelle est apparue que Jet Lawrence est out du reste du championnat à cause d'une blessure au pouce. Même blessure que Eli Tomac, que Cooper Webb et que Romain Febvre. Il s'est déchiré le ligament ulnaire collatéral du pouce. Et il a également fracturé un os dans son pouce. Donc, je crois que le plus long, ce sera à nouveau le ligament pour se remettre. C'est la raison pour laquelle il a été opéré. C'est un délai de 6 à 8 semaines avant de se remettre de l'opération. Il devrait être de retour pour la première épreuve du Super Motocross, même s'il va revenir avec une préparation peut-être amoindrie. Alors, juste le pouce, Clément nous en parlera un petit peu plus parce qu'il est également coach sportif. Peut-être que ça n'empêchera pas trop de travailler physiquement. On sait que sur la moto, il n'avait pas tellement à progresser, le jet, donc on va voir à quel point ça peut l'handicaper. On a vu ce week-end la première victoire de Chance Hymas, première victoire de sa carrière à Red Bud, et une première épreuve sans podium de Digan en 250 et un changement de plaque rouge en 450. On va revenir sur tout ça. On remercie évidemment MGT Design d'être avec nous pour toutes vos demandes de kit déco 200% perso. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est contacter @mgtdesign-mx sur Instagram. Clément, on va tout de suite parler des 250 et de Chance Hymas qui, en première manche, après un bon départ et avoir mené une petite partie de la manche, a dégringolé complètement. Il a craqué sur la fin. Et du coup, quand je l'ai vu repartir en deuxième manche, encore devant, je ne m'attendais pas à ce qu'il aille au bout cette fois. En deuxième manche, il a vraiment roulé super fort. Le petit saut qu'il a fait à partir des trous là, dans la descente, avant le petit virage en dévers, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait « Wow, trop stylé !» Et au final, ouais, cette fois, il a eu la caisse, même si Shimoda revenait, il est allé jusqu'au bout. Ouais, effectivement, j'ai pensé pareil quand je l'ai vu partir devant en deuxième manche. Je m'attendais à ce que le scénario soit un peu le même, qu'à partir de la mi-manche, il se fasse rattraper et qu'il perde quelques positions. Et puis au final, non, il a tenu jusqu'au bout. Enfin, même si j'ai retenu mon souffle dans les derniers tours, parce qu'effectivement, Shimoda, il est bien revenu. Et bah voilà, Shimoda, encore une fois, on le voit pas trop au début. Et puis mine de rien, bah, c'est lui qui est là derrière pour titiller pour la victoire dans le dernier tour. Donc belle course aussi de Shimoda. Il avait l'air d'être content d'ailleurs à la fin du podium, autant pour la première victoire d'Imus et sans doute lui aussi pour sa performance. Donc c'était pas mal. Et ouais, ce saut qu'il faisait, je me suis dit, faut pas qu'il le fasse toute la manche parce que je pense qu'ils l'ont refaite la descente pour la deuxième manche. Et donc sauter comme ça, quand t'atterris pas dans des trous, ça va, mais telle qu'elle était dans la première manche, notamment quand Hunter a pris sa boîte, s'il l'avait laissé comme ça, la descente, je pense qu'il n'aurait pas sauté dedans. Et il valait mieux pas sauter dedans. Donc à la fois, moi j'étais un peu inquiet en me disant s'il le fait toute la manche et qu'elle continue de se détériorer comme elle s'est détériorée dans les premières manches, j'avais peur qu'à un moment donné il finisse par atterrir dans des trous et que ça puisse le chahuter méchamment. Donc voilà, je sais pas s'il a continué de le faire vraiment toute la manche parce qu'on a vu quelques passages après où il le faisait pas. Donc je sais pas s'il a alterné un peu ou si à partir de la mi-manche ou de la deuxième partie de manche il a arrêté de le faire. Mais effectivement, au début, ouais, il sautait et puis au final il parcourait beaucoup de mètres en l'air. Ouais, et du coup, ça, ils en parlaient à la télé, mais c'est top parce qu'ils s'économisent physiquement. Euh, ça va vite parce que t'es pas sur les freins dans la descente. Et on l'a vu jouer à plusieurs endroits avec la piste comme ça, où il y avait dans les trous au freinage avant le virage, avant le la recolip, où pareil, il faisait un petit saut à un moment donné à cet endroit-là. Dans ce même tour, en tout cas, on l'a vu à plusieurs moments sauter dans des trous. Euh, c'est quelque chose que d'habitude on voit que Jets faire. Du coup, c'était surprenant de voir Chance d'un seul coup faire la même chose. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il n'y a qu'un mec qui fait vraiment tous ces trucs-là et les autres non, quoi? Enfin, on a vu Jet le faire tout l'été l'année dernière. Alors, on sait que Chance, il s'entraîne avec les Lawrence, mais comment ça se fait, à ton avis, que bah, il n'y a que Hymas, au final, que ce week-end, tu as vu faire ça? Même Sexton, quand tu le regardes rouler, même s'il va très vite et qu'il a mis, entre guillemets, tout le monde à l'amende, tu le vois pas sauter dans les trous de la même manière et jouer avec la piste. C'est un tout petit peu plus en force, j'ai envie de dire.
À ton avis, pourquoi juste Chance le fait? Mais moi, c'est ce que je t'avais dit, je sais pas si tu te souviens justement l'année dernière, quand je voyais justement Ferrandis rentrer dans les trous, tous les prendre un par un, même pendant le SMX, parce que du coup ils avaient eu tout l'out d'or pour le voir, et je te disais, tous les teams ils sont équipés de caméras, de mecs sur le bord de piste à filmer chaque passage, filmer les autres pour montrer cette trace-là elle est plus rapide, etc. Et on avait déjà discuté justement tous les deux, je disais, je comprends pas qu'à ce niveau-là, où justement ils ont des images partout, enfin je veux dire, même nous, de notre canapé en France, j'arrivais à voir des mecs qui faisaient des montages où ils montraient Jet qui arrivait dans une descente et qui se servait d'un saut. Alors c'est dommage, j'ai plus les noms à chaque fois en tête des pistes, mais où il se servait aussi, il y avait un dôme là, une piste, on n'est pas encore passé sur celle-ci là, c'est peut-être la semaine prochaine, on remarque, du coup. Ça faisait un dôme et lui il se servait justement d'un trou qui avait, enfin d'un trou, ouais, ça faisait du coup une petite bosse qui en ressortait et il s'en servait comme appel pour atterrir vraiment au-dessus, derrière quoi. Et ça, c'était le seul à le faire. Et donc évidemment, l'année dernière, on l'a vu à plein d'endroits, sur plein de terrains, prendre des trous comme ça, et ne serait-ce que dans un freinage classique, juste sauter les trous plutôt que de les encaisser et de les dribbler. Et, euh, et je t'avais dit, je comprends pas qu'à ce niveau-là, du coup, ils se disent pas. Donc toi, tu m'avais plus parlé des réglages justement de la moto, qu'il devait régler sa moto sans doute pour pouvoir faire ça, et que les autres, s'ils avaient une moto de cette manière-là, vu qu'ils sont pas habitués ou que c'est pas leur réglage, ils devraient avoir du mal à piloter une moto comme ça. Enfin, peut-être que du coup, ils perdraient ailleurs s'ils avaient une moto avec beaucoup de rebonds comme ça. Et ça n'empêche que moi, je trouve qu'il n'y a pas que Aymas. J'en ai vu d'autres jouer. Alors, c'est vrai qu'Aymas, on le voyait plus le faire. Sexton le faisait aussi un petit peu. Donc, on est loin quand même du nombre de sauts que va faire Jet dans ses trous. Mais il y en a quand même quelques-uns. Je trouve que ça y est, cette année, il commence seulement à s'en imprégner un peu, justement, et à essayer de copier un peu le pilotage, de copier ce qui fonctionne. Notamment quand tu avais le premier virage. Donc là, tu avais une ligne droite encore après le premier virage, à gauche, ligne droite. Et là, à chaque fois qu'ils arrivaient dans l'intérieur, on a vu Malcolm Stewart dans cet intérieur sauter. Ils étaient beaucoup à le faire, ce petit saut-là. Donc là, pareil, je pense qu'il y avait des trous et qui sautaient. Parce que j'ai vu Ferrandis, par contre, arriver derrière aussi. Et lui, par contre, encore dribbler dedans et ne pas sauter. Donc il y en a de plus en plus qui sautent. Sexton, il sautait aussi à cet endroit-là. Il y en a de plus en plus qui sautent un peu les trous comme ça, qui essayent de jouer avec la piste. Même chose après le saut d'arrivée. Sexton, on le voyait aussi. Vial, on le voyait aussi quand ils écartaient, ils ouvraient vachement leur virage. Là. On le voyait ouvrir. Et là, pareil, il y avait des trous arrivés un peu au freinage avant le gauche, où tu les voyais sauter, les mecs pomper pour sauter, absorber des trous. Et donc, on le voit un peu de plus en plus. Mais je trouve que ça a été vachement long. Alors après, effectivement, si on a besoin de réglages spécifiques sur la moto pour qu'elle puisse répondre d'une certaine manière et te donner la possibilité de le faire, sans doute qu'en pleine saison de motocross l'année dernière, ils n'allaient pas tenter ça, les gars. Ils allaient essayer avec ce sur quoi ils ont testé depuis la pré-saison. Mais arrivé au SMX, même chose. SMX, là, je revois un virage à droite sur une terre très foncée. C'est pareil, je me souviens même plus. C'est celle où il a laissé Roxen gagner sur celle-ci. Je crois que c'était un ou deux virages avant l'arrivée. Je crois que c'était juste après le pont, si je me souviens bien. Ça faisait pont et là, une petite ligne droite, pareil, très trouée, où tu vois Jet, boum, sauter, virage à droite, et tu vois Roxen arriver dedans, qui dribble, Sexton, ça dribble. Et donc, déjà là encore, alors qu'on l'a vu tout l'été le faire. Et donc après, voilà, je sais pas si tu as besoin de réglages spécifiques, de mettre beaucoup plus de rebonds sur la moto pour que ça te donne la possibilité de le faire. Et que du coup, peut-être que les gars auraient testé dans ce sens-là cet hiver, là, avant de rouler aussi en outdoor. Et donc, ce serait peut-être ce qui expliquerait que ça y est, ils se mettent enfin à le faire. Mais moi, je trouve que ouais, ça arrive un peu tardivement, quoi. Et est-ce que c'est vraiment moins fatigant, tu penses, de rouler comme ça? Est-ce que Et- c'est pas peut-être justement que Jet, physiquement, il est aussi genre, peut-être plus costaud que le reste, en tout cas l'année dernière, et que du coup, il a cette énergie qui lui permet d'aller pomper, sauter dans des trous, etc. Non, moi, je pense vraiment que c'est moins fatigant parce que quand tu es en l'air, justement, bah voilà, tu subis pas les trous au sol. Et en général, quand tu subis les trous au sol que tu vas dribbler, enfin, on le voit justement dans cette descente là qui était trouée dans laquelle Hunter est tombé. Les gars, tu les vois, Sexton, tu le vois justement arriver en force comme ça, et ben un coup, bam, t'as l'arrière qui part. Et moi, il y a plusieurs fois, je me suis dit, Pouah, comment ils font les mecs pour la remettre? Là, faut être costaud sur les hanches pour pouvoir garder les épaules bien droites pour rester vraiment en ligne et pas se mettre en travers et être par terre. Parce que du coup, quand tu arrives comme ça en dribblant, ben, c'est des trous alors qui sont pas uniformes, hein, et comme la chute de Digan, il prend un rebord un peu de côté il y a quelques semaines là, il prend un rebord, hop, ça lui éjecte l'arrière directement. Donc déjà, il s'élimine aussi un facteur de chute potentiel quand il arrive à sauter en ligne dedans.
Et en plus, quand tu es en l'air, ouais, tu t'économises parce que dès que tu as justement ce sideway là qui va arriver, tu te gaines pour pouvoir la remettre en place. Tu vas peut-être serrer un peu plus le guidon, te cramponner un peu plus. Voilà, je repense aussi à Webb qui disait une des courses qu'il a gagné en Supercross où c'était vachement troué, vachement d'ornière. Il disait lui-même qu'il était arrivé, qu'il avait fait sa petite blague d'ailleurs en disant que ses bras ils étaient aussi durs que le, je sais plus trop là en français De la bolle du matin. Ouais, bon voilà. Ce que ça donnait en français. Mais voilà, quand tu arrives dans un terrain plus troué où tu dois un peu plus t'accrocher, forcément tu t'accroches plus au guidon, quoi. Quand tu es chahuté à droite à gauche, tu vas quand même le tenir un peu plus là, le guidon. Donc c'est sûr qu'il s'économise à rouler comme ça. Et puis en plus, il rentre moins fort au final dans un freinage. Et tu vois la différence avec un Sexton justement où il va rentrer beaucoup plus fort dans un freinage. Par contre, Jet lui il garde l'élan. Et plusieurs fois, je crois que c'est en 250, c'est Kitchen qui rentrait vachement fort dans ses virages au début de manche quand il est présent et qu'on le voit à l'écran. Il rentre fort dans ses virages. Et après, dès qu'il se met à virer, au final, il est rentré trop fort, il perd la balance, tu vois qu'il se redresse un peu au niveau des épaules, il gère un peu comme ça dans l'ornière, il est plus dedans parce qu'il rentre vachement fort. Et du coup, c'est plus compliqué de se projeter, de se mettre en ligne pour ton virage. Tu arrives trop fort dedans, tu es en train de gérer les trous, et là, ah mince, fallait que je tourne, c'est trop tard. Alors que Jet, en sautant, je saute, hop, il a déjà le regard, j'y vais. Donc moi, je pense vraiment que c'est le pilotage vers lequel il faut aller sur un terrain troué. Et ouais, j'étais assez étonné que ça arrive tardivement pour les teams. Donc après, enfin, encore une fois, il y a sûrement des réglages moto, des facteurs que moi je néglige peut-être là d'un point de vue extérieur et qui font que c'est pas aussi simple de copier le pilotage. Puisque enfin moi voilà de mon expérience de pilote du dimanche matin, la moto elle sort de concession, je roule avec comme ça. Alors cette année pour la première fois de ma vie j'ai fait une petite prépa suspension, mais alors je mets de clics nulle part, j'ai une prépa et il aurait pu me faire un placebo, ne rien me changer, ça serait bien allé. Donc ouais, je sais pas à ce niveau là. Ouais, et bon, il y a sûrement aussi tout simplement une façon de philosophie de pilotage et une façon de voir la piste, parce que du coup, c'est vrai que je pense que Imus, en tout cas, l'a fait là et que Jet a l'habitude de le faire. Tu vois plus les trous comme des trous, mais un peu comme des enchaînements en supercross, en fait, à bien sûr bien plus petite échelle, mais tu vois un petit peu toute la piste comme un enchaînement et tu mets tout bout à bout et c'est plus trop freinage, tourner, accélérer, tout est plus flou ensemble, j'ai envie de dire, du coup, quand tu te mets à sauter les trous, puis sauter dans ton ornière, puis virer. Ouais. Et puis ça vient aussi avec du coup, Jet, j'imagine qu'il va pas mettre de gros coups d'embrayage dans l'ornière parce que déjà il va arriver avec un petit peu d'élan, il sera pas fort sur les freins avant. Je voulais dire aussi, je sais plus, j'ai mangé ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'était encore sur ce sujet, mais c'est pas grave, on va passer à la suite. En tout cas, c'est pas étonnant de voir Aymas le faire, parce que enfin, de ce qu'il avait l'air de dire, il a pas mal remercié justement les frères Lorenz sur le podium pour ce qu'ils faisaient pour lui, donc à s'entraîner avec aussi. C'est pas étonnant qu'il s'en inspire beaucoup et qu'il copie. Et puis, enfin voilà, faudrait être bête de voir celui qui met 24-0 ne pas s'inspirer de la façon dont il roule. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Au niveau, quelque chose qui fonctionne, tu regardes ce qu'il fait et tu essaies de le comparer avec ce que toi tu fais. Du coup, tu essaies de prendre les meilleurs, garder peut-être tes points forts parce que peut-être que tu en as quand même qui sont meilleurs que lui. Mais dans l'ensemble, le mec il fait 24-0. Donc il y a bien des choses à prendre dans son pilotage. Il y a bien des choses que les autres pilotes n'ont pas et qui leur manquent pour pouvoir rivaliser et être au niveau, quoi. Et c'est vrai que même Hunter le fait pas du tout autant que Jet. Non. Ouais. Et même, alors de toute façon, Jet en 250 le faisait moins aussi. Je trouve que c'est devenu vraiment frappant l'année dernière, quoi, en 450. Ouais. Et, mais donc c'est même cette année en 450. Alors on a vu moins Jet le faire, peut-être que les pistes le permettaient moins jusque-là. Après, Mais c'est vrai que il avait l'air de dire que lui, à la base, alors je sais plus du coup, est-ce que directement dès la deuxième épreuve, il est revenu sur sa base de 2023, parce qu'il disait justement après son crash que il pensait qu'il aurait pu le faire, mais qu'il avait un peu oublié qu'ils avaient changé de base par rapport à l'année dernière et que du coup, ces réglages qu'il avait cette année ne lui permettaient pas de jouer autant avec la piste, de sauter dans les trous. Donc, enfin, moi, je reste quand même sur ma position sur le fait que même s'il avait la moto l'année dernière, avec juste la petite bosse qu'il y avait là, le trou de freinage sur la bosse, il aurait jamais atterri de l'autre côté. Enfin là c'était trop court, trop rapide pour pouvoir le projeter et l'emmener derrière. Mais bon, du coup il avait l'air de dire qu'il allait repasser sur la base qu'ils avaient en 2023
pour justement pouvoir retrouver ce pilotage où il sautait. Mais c'est vrai que ouais, on le voyait un petit peu moins. Euh, Ty Masterpool fait son deuxième podium de l'année après une première manche où il a bien donné et une deuxième manche où il a commencé très fort aussi. Ouais. Je regardais l'interview de Tom Vial plus tôt dans la journée qui disait que c'était difficile de doubler sur la piste. C'est un petit peu toujours la même chose. Quand les écarts de niveau sont faibles, quand on a le même niveau, la même vitesse que le Ouais. pilote devant, oui, c'est difficile de doubler, ou quand tu es à peine plus rapide. Mais enfin, un Time Master Pool, des dépassements dans les 3 premiers tours, il en a fait. Il allait prendre des extérieurs pleines balles et il a doublé des mecs. Ouais. Est-ce que tu penses, toi, alors, évidemment, on n'a pas toutes les données politiques et financières d'un team, mais si tu étais le team manager de Pro Circuit, que pour l'année prochaine, tu as déjà Austin Faulkner qui devrait revenir en bonne forme, tu as McAdoo et Amaker qui sont signés, tu as Kitchen qui est aussi déjà signé pour l'année prochaine, donc tu as déjà 4 pilotes et 4 bons pilotes de signés. Est-ce que tu trouves de la place pour un Master Pool ou est-ce que tu te contentes de voir ce qu'il fait cet été et puis tu espères pour lui qu'à la limite un autre team lui offre quelque chose parce qu'il l'aura mérité, mais que toi, ton team, c'est bon quoi. Ouais, bah encore une fois, on est vachement extérieur aux politiques internes, au budget, etc. Mais c'est vrai que, enfin, moi, d'un point de vue extérieur, j'apprécie vachement ce qu'il fait, la détermination et puis même le personnage en lui-même, humble, qui charbonne, quoi. Voilà, c'est un peu les adjectifs que je reprends pour les pilotes que j'aime bien, comme Sexton, tout ça. Et, euh, et c'est beau ce qu'il fait aussi là. Donc, moi, enfin, j'aimerais vraiment qu'il puisse avoir sa chance justement l'année prochaine. Et je pense que tu vois, sortant d'un team où je pense qu'il faisait le 450 parce que financièrement c'est plus rentable pour le team, même pour le pilote, de faire des top 5 en 450 que de faire des top 5 en 250, c'est que peut-être il n'attend pas un gros budget et que ne serait-ce que tu lui donnes un peu plus que ce qu'il avait dans son team privé, bah, je roule sur une meilleure moto pour gagner un peu plus en plus. Et peut-être bah, continuer sur cette progression, sur cette lancée. Et puis peut-être que du coup, bah, l'année prochaine, c'est un contrat pas exceptionnel que j'ai. Mais l'année d'après, bah, peut-être un peu plus gros. Enfin voilà. Je pense que, donc, encore une fois, on ne connaît pas les budgets et ce qu'il est possible de faire. Mais enfin, quand tu vois. Alors après, voilà, on sait aussi qu'un Kitchen, par contre, en supercross, la différence de niveau est peut-être même plus grande que entre Masterpool et Kitchen en motocross. En tout cas, ce que Masterpool montre en motocross, moi j'aimerais bien ouais, qu'il ait sa chance de pouvoir ensuite s'entraîner voilà, dans de bonnes conditions avec du bon matériel en supercross pour essayer aussi de progresser là-dessus et essayer d'homogénéiser un petit peu son niveau sur les deux disciplines. Mais voilà, en motocross, enfin avec un hiver, tu sais que l'année prochaine, il peut se battre pour le podium final, voir la victoire en fonction de la progression. Enfin, là, ne serait-ce que depuis les premières épreuves, tu vois la progression sur une moto qui découvre. Quand en plus il a fait sa préparation sur une 450, moi ça me donne vraiment envie de lui donner sa chance. Et, euh, et ouais, s'il y avait le budget, encore une fois, je pense pas qu'il demande des 1000 et des 100 et que ce soit dur du coup de le signer avec un budget pas énorme, ça vaudrait le coup. Ouais. Le problème des budgets, c'est qu'il n'y a jamais que le pilote à payer. Ça fait une moto en plus, une moto d'entraînement en plus, le mécanicien, etc. Et parfois aussi, tu peux mettre qu'un certain nombre de motos dans un camion et avoir un pilote en plus, ça t'oblige à prendre un deuxième camion parfois. Donc c'est aussi là où, effectivement, au niveau budget, nous, on ne sait pas comment sont Pro Circuit, comment ils sont au niveau logistique. Mais je suis d'accord avec toi que, bon, déjà, sa victoire à High Point, c'était d'un côté, tu as envie de te dire, oh, c'est bon, il a gagné le droit de rouler l'année prochaine parce qu'il a gagné une course alors que les autres pilotes pro circuit, ben, déjà la plupart sont pas là et Kitchen, il était encore aux fraises à ce moment-là. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tu peux pas non plus, sur un seul bon résultat, et si tout le reste c'est pourri, tu peux pas non plus Ouais. donner sa chance à Masterpool. Mais là, c'est vrai qu'avec un deuxième podium, donc 2 podiums en 3 courses, une victoire, une deuxième place, ouais, c'est ça, deuxième. C'est vraiment stylé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Super Motocross, j'imagine que s'il marquait assez de points pour se qualifier en Super Motocross en 250 Pro Circuit, il garderait au moins pour ces 3 épreuves-là. Et c'est des pistes un peu hybrides. Il n'y a pas de whoops, mais cette année, les 3 pistes ont quand même des enchaînements. J'ai plus l'impression que cette année,
ça va être des pistes un peu type Monster Cup où tu as une partie de la piste qui fait outdoor, où c'est plus des courbes sur du plat avec des bosses à l'intérieur, etc. Et une partie qui va être plus Supercross avec des enchaînements et tout. Et donc juste pas de whoops. Donc je pense que ça pourra déjà donner un petit peu plus une idée de où est-ce qu'il se trouve au milieu des 250 en Supercross et avec une bonne machine. Mais ouais, j'espère vraiment qu'il va continuer à les bons résultats, à progresser un petit peu et surtout j'espère qu'il va pas se faire mal parce que s'il rate des courses, alors après c'est reparti, tout le monde l'oublie et l'année prochaine il n'y a rien, quoi. Après, il roule sur une pro circuit, hein, donc effectivement, on va croiser les doigts pour lui, quoi. Écoute, pour l'instant, il est limite en train de. Bon, je vais pas dire qu'il est en train de rompre le sort parce qu'il va pas gagner le titre. Mais ouais, déjà, il est en bonne santé. Il leur a ramené leur 300e victoire. J'ai vraiment cru qu'il allait leur ramener la 301e, mais il a vraiment craqué sur la fin de la deuxième manche. Hein. Ouais, de toute façon, ouais, c'est vraiment dommage parce qu'effectivement, le début de manche qu'il a fait, c'est. Moi, j'étais là, je fais, ouais, là, il en veut, là, il est, il est déter, le garçon, tu voyais les paf, et là, il switchait carrément de l'autre côté. Donc, non, et puis en plus, quand Tom dit que c'était difficile de doubler, enfin, tu vois, sur une piste comme ça où tu as beaucoup d'ornières dans les virages, alors pas tous les virages par contre, hein, parce que c'est vrai qu'après la ligne de départ, alors le droite, et là le gauche, celui-ci au final, tu avais deux ornières en plus qui finissaient sur du béton un peu. C'était pas assez très profond, très, très arrosé, donc pour le coup, je reviens sur ce qu'on disait dans les précédents podcasts. Je pense qu'ils ont vraiment. Ils préparent les pistes un peu différemment, justement, pour qu'elles soient un peu moins défoncées, un peu moins trouées. Et moins d'ornières, parce que, ouais, par exemple, ce virage-là, tu avais deux ornières, une plus à l'intérieur, et encore qui finissaient à plat sans trop de quoi s'appuyer. Mais il y avait quand même d'autres portions où, bah voilà, déjà quand c'est troué, forcément, tu vas chercher des fois les extrémités. Là aussi, c'était sympa, là, quand tu voyais Masterpool après le Larocco Slip, justement, le gauche, là, la table. Et là, la table, il allait chercher à fond sur le côté, il montait sur le rebord presque, justement, pour esquiver les trous. Et donc voilà, tu vas chercher les millimètres les plus à gauche. Ça me rappelle aussi Musquin, c'est Ernée où dans la descente là justement il allait à gauche des piquets même chercher passer à ras des pancartes là pour aller chercher la trace lisse qui est tout à fait absurde dans l'absolu quand tu as une piste neuve où on te demande justement d'ouvrir ton virage, donc de rentrer tout à l'extérieur, serrer à l'intérieur, le prendre à la corde, et que là tu le vois en main justement, mais parce que nous en plus de l'extérieur, alors on les voyait quand même les trous, mais on se rend pas compte à quel point ils sont profonds et ils dérangent quand tu te lances dans une descente pareille. Et au final, ouais, ça prend tout son sens et venait chercher tout à l'intérieur. Tu pouvais pas rentrer plus serré que ça, quoi. Sinon, il était quasiment déjà en dehors de la piste. Ouais. Donc je pense qu'on peut. On se rendait compte des trous quand on voyait un mec prendre un gros coup de raquette en prenant dans la descente. Ouais, voilà, donc je pense que la différence, on pouvait la faire, mais après, effectivement, c'est difficile de doubler n'importe quelle piste dès que tu as des niveaux qui sont homogènes. Et c'est vrai qu'en 250, tu regardes aux essais, les écarts au niveau des secondes, enfin, ils sont beaucoup à être dans la même seconde à chaque fois. Donc, parce que Vial là faisait la pole, je crois que Digan qui était 4 ou 5 par là, il était dans la même seconde quand même. Donc, tu as au moins le top 5, je pense, qui sont dans la même seconde. Contrairement au 450 notamment, donc c'est sûr quand on est dans la même seconde, doubler ça devient difficile, peu importe la piste, quoi, qu'il y ait plein de traces ou pas. Donc je pense pas que ce soit la piste là qui n'offrait pas beaucoup de possibilités de dépassement. Ouais, je pense pas non plus, mais après c'est vrai que justement je voulais en venir à pas de podium pour Digan et pour Vial. Alors Digan, j'avais pas vu jusqu'à aujourd'hui, mais en fait, tu sais, quand Vial et Masterpool, quand Vial va pour doubler Masterpool et qu'il y en a un qui se croûte sur la table juste devant eux, J'ai vu la vidéo. et donc Digan a atterri sur la moto et a rechuté, ce qui est la raison pour laquelle il a encore plus perdu de terrain et il n'a pas pu remonter. Mais il a pas chuté avant. Il avait calé là, non? Non, avant ça, il avait calé, ouais. Ok, Parce après, que j'étais rechuté. Ouais. Ouais, c'est erreur de ma part. Ça va, je te parle. Nos auditeurs aussi, je pense. Ah ouais, bah oui, les 3 mecs qui nous écoutent, ils m'en voudront pas. Surtout que c'est toi, ta femme et moi, donc non, effectivement, on s'en veut pas. Allez. Et donc du coup, ouais, Vial. Alors, Vial, j'ai noté qu'il n'y avait pas de podium. Encore une fois, c'est un petit peu décevant. Mais en revanche, je pense que je vais arrêter, en tout cas moi, de dire que Vial, il a l'air de rouler un peu timide, de pas se donner et tout, parce que ça fait 3 courses maintenant que il essaye, bon, il chute, il fait des erreurs, mais que ce soit dans la première ou la deuxième manche, on voit quand même l'effort de la part de Tom Vial.
on voit qu'il se donne. Et en première manche, donc il tombe assez vite, assez tôt, et il remonte en troisième position. Et là, en quatrième manche, il part pas terrible et il remonte quatrième. Et je pense pas qu'en fait, le fait qu'il se finisse que quatrième, entre guillemets, c'est parce qu'il se donne pas assez ou parce qu'il a mal roulé. Mais je pense juste qu'en fait, il y a quand même beaucoup de monde. Il n'est pas au-dessus du lot comme on voudrait qu'il le soit. Il y a plein d'autres mecs qui roulent fort, à mon avis. Et c'est pour ça que, avec un mauvais départ, sur la piste de Red Bull, peut-être que sa place, c'est juste 4, quoi. Et que s'il partait 4, il aurait peut-être fait 2 ou 1, mais qu'en partant 8 ou 9, je ne sais plus exactement combien il était après le premier virage et après un tour, mais je pense que c'est juste que quand tu... C'est pour ça aussi que les pilotes sont tout le temps en train de dire qu'ils veulent prendre de mon départ, c'est que quand les écarts à nouveau sont faibles en vitesse, quand tu prends un mauvais départ, les mecs qui sont même à peine plus lents que toi, eux ils sont partis, toi tu es dixième au départ, et le temps que tu arrives à la troisième ou quatrième place, ils sont déjà trop loin, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr que de toute façon, enfin, on en revient par exemple au chrono où ils sont tous dans la même seconde. C'est sûr qu'il est pas au-dessus du lot. Donc dès que tu fais une chute, un mauvais départ, ça joue. Donc DV il dit t'as pas besoin de prendre un bon départ pour gagner quand t'es bon et au-dessus du lot. Oui, mais du coup on n'est pas tous à ce niveau-là. Et puis pour arriver à ce niveau-là aussi, c'est compliqué. Je pense que ça devient de plus en plus compliqué parce que t'as quand même. Enfin, je pense qu'encore une fois, le niveau ne fait qu'évoluer et évoluer dans le sens où ça va de plus en plus vite, où les motos sont peut-être de plus en plus développées, etc. Donc je pense pas que. Enfin, je dis ça et à la fois on a un jet qui lui creuse aussi un peu l'écart et qui au final, pour lui, ça devenait aussi une possibilité. Enfin, on a vu Sexton aussi partir dernier et revenir. C'est aussi quand tout est un peu réuni, et lui-même le disait, DV, il a failli mourir 5 fois, mais cette fois-ci, il est pas tombé, donc il a réussi à aller au bout, et il y a toujours ce facteur-là quand même de risque, de chute, qui fait que tu peux pas pousser non plus au-delà. Enfin, je pense que c'est compliqué même en travaillant, dans l'ère actuelle, d'être au-dessus, au point de tu peux partir 10, 15 et gagner quand même. Et, et je pense que, tu vois, parce que quand lui il disait ça notamment aussi avec Ferrandis quand il l'entraînait, et donc ça marchait quand il partait aux alentours de la cinquième place, mais tu vois, c'est pas vrai toute sa carrière parce que, en fait, il y a des moments, des circonstances qui font que tout est réuni. Enfin, pour Jet, alors, il a fait 22-0 l'année dernière. Il n'y avait pas grand monde. Tu vois, il y avait Ferrandis qui visiblement n'était pas content de sa moto. Sexton qui a très vite été absent, etc. Donc au final, il n'y avait pas grand monde déjà sur le papier qui était là pour le concurrencer. Le peu de monde qui était là, donc dont Ferrandis, n'était pas satisfait de la moto visiblement. Donc est-ce que c'est parce qu'il perdait qu'il n'était pas satisfait de la moto, ou est-ce que vraiment, même à l'entraînement, il se sentait pas bien dessus? Voilà, ça, on ne sait pas trop, et je pense que lui-même, enfin, il a son avis certainement dessus, mais on ne peut pas refaire le monde, quoi. Enfin, on ne sait pas si on enlevait Jet l'année dernière, est-ce que du coup, il gagnerait sans doute beaucoup plus de manches? Est-ce que du coup, tu l'entendrais pareil sur ses interviews dire qu'il n'est pas content de la moto? Je sais pas. Enfin bon, du coup, pour revenir sur ce que je disais, c'est que tu as des circonstances chaque année qui font que Jet, par exemple, cette année, alors peut-être circonstance, la boîte qui se prend à la première, enfin à la deuxième épreuve, je sais pas, mais je suis pas sûr que si tu le fasses partir dernier, ou comme Digan, puisque regarde, il est tombé cette fois-ci, c'est pas toutes les épreuves que les gars ils vont pouvoir remonter. Donc il y a des jours en fait, et je pense même plus de jours où ils devront prendre un bon départ, où ce sera une des conditions en fait pour qu'ils puissent performer et gagner, plutôt que si t'es bon, très bon, que tu puisses partir loin, et à chaque fois c'est pas une excuse, tu peux quand même gagner parce que voilà, il y a des terrains où les niveaux seront plus resserrés, des terrains où ton pilotage s'y prête mieux, et donc c'est pas sur toutes les pistes que tu peux te dire le départ c'est pas important, si t'es bon et t'es meilleur, tu finiras devant. Donc voilà, après tu as un Jet qui te fait 22-0, mais à la fois il te fait un 22-0, combien de fois il est parti dans le pack ou derrière? Ouais, et je crois qu'il est jamais parti au-delà de la 15e place. Mais après, c'est aussi là que se fait le truc, c'est que tu vois, tu as des pilotes, ils vont partir 6e, ils vont te dire qu'ils n'ont pas pris un bon départ. Alors que tu pars 6, ça va. Ouais, Après, c'est sûr que oui, si tu pars 15, là où DV
dit qu'il faut arrêter de tout le temps se focaliser sur le départ, c'est que si tu pars 15, ok, tu vas peut-être pas gagner la manche, mais il faut pas abandonner non plus, il faut partir pour remonter jusqu'à la première place, et puis si tu finis 7, tu finis 7, et puis si tu finis 3, tu finis 3, quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de pilotes où ils partent 6 et pour eux, ils vont dire à la fin de la course, ouais, j'ai pas pris un super départ, j'ai besoin de prendre un meilleur départ pour espérer gagner, tu vois. Quand tu pars 6, à un moment donné, oui, après, après 3 virages, t'es 1 seconde, ok, il y a 5 pilotes à doubler, mais t'es quoi, 1 ou 2 secondes derrière le leader, donc là, tu peux faire quelque chose. Ouais, mais tu vois, enfin, et là je rejoins par contre ce que disait Carmichael, je crois, ce week-end. Il disait que c'est totalement différent quand tu pars dans le wagon de tête et que tu pars derrière. Et ça, tu vois, même nous, à notre niveau de pilote du dimanche matin, tu t'en rends compte. Enfin, quand tu pars, moi, les courses où j'ai pu partir dans le wagon de tête, ça te tire, tu t'imprimes le rythme et tu vas de l'avant et les chronos sont beaucoup mieux que quand par exemple, à Frontignan, je tombe, premier virage, je repars à 40e. Bah là je regarde les chronos, je suis loin du meilleur temps et tout, alors que peut-être en première manche j'avais le meilleur temps, tu vois. Donc t'imprimes le rythme, tu te mets directement, t'as le mec devant toi qui va te tirer, et après ça c'est pareil, c'est un peu propre à chacun. Musquet il le disait, lui je crois qu'il aimait pas, je crois, être en tête justement. Il se focalisait beaucoup sur celui qui avait derrière lui et tout. Il y en a, c'est l'inverse, quand ils sont en tête, bah, c'est là qu'ils vont dérouler, ils vont faire leur meilleur temps. Moi je sais que j'ai besoin à chaque fois d'avoir quelqu'un pour progresser, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui roule un peu plus vite que moi, devant moi, pour me tirer, pour me montrer que, enfin, justement, il m'empêche de réfléchir et j'ai juste une seule optique, c'est aller aussi vite que la personne qui est devant moi. Je réfléchis moins dans les virages, naturellement, je regarde plus loin, naturellement, je vais plus vite. Et donc, et Carmichael, il disait ça là, ce week-end, c'est que partir devant, d'un seul coup, t'imprimes le rythme des mecs de devant et ça t'aide. Donc, ne serait-ce que, voilà, prendre un mauvais départ. C'est dur parce que non seulement tu as du trafic à doubler, donc du slalom à faire, ça te retarde par rapport à ceux qui sont devant et qui ont la piste libre. En plus, ça peut te faire prendre un faux rythme justement, à te mettre dans la roue de quelqu'un. Donc moi, je suis pas d'accord avec lui quand il dit faut arrêter de me dire, enfin voilà, il prend la course de Sexton quand il part dernier qui gagne. Il prend la course de Digan quand il part dans les derniers et qui gagne. Et il dit, à chaque fois, il prend ça en exemple. Et puis il te dit, arrêtez de me dire qu'il faut prendre un bon départ. Et il dit à Musquin d'arrêter de dire à Vial qu'il faut prendre un bon départ. Moi, ouais, je suis pas tellement d'accord. Tu vois, il y a un coup d'éclat, mais Digan, on regardera sur sa carrière combien de fois il sera parti dernier, il aura gagné. Sexton, pareil, combien de fois il part. Enfin, Sexton, des fois, il part même devant, du coup, il met la cabane sur le chien et il gagne pas. Donc on peut regarder ensuite les stats, combien de fois les mecs sont partis au-delà, alors pas forcément dernier, mais au-delà du top 15 par exemple, parce que je pense que selon moi, voilà, au-delà du top 15, tu peux dire que tu as pris un mauvais départ quand même. Combien de fois les gars ils ont gagné et même les bons et les très bons, et même un Jet Lawrence, tu vois, si tu le fais partir peut-être toutes les manches 15e, je sais pas si les gagne tous. Il les gagnera pas toutes. Voilà. Mais après, quand DV il dit que t'as pas besoin d'un bon départ, je pense qu'il dit pas t'as pas besoin, tu peux partir 15e et gagner sans problème. Si ouais, il dit plus qu'il faut arrêter de focaliser. T'as pas besoin de partir dans les 5, quoi. T'as pas besoin de partir dans les 5. Si tu pars dans les 10, c'est bon, vas-y, quoi. Ouais, et puis je pense que son idée, c'est aussi d'arrêter de focaliser, justement, c'est le départ. Le départ, si tu pars devant, c'est bon, si tu pars pas devant, c'est mort. Peut-être justement éviter d'être noir ou blanc, mais c'est sûr que... Il dit aussi que c'est pour pas décourager son pilote, qu'il dit que quand t'as la femme, le mécanicien, le team manager, tout le monde qui te dit ouais, il faut prendre un bon départ, quand tu pars et que tu es au premier virage et que là tu vois que tu es 8 et que tu dis ah j'ai pas pris un bon départ, après tout de suite tu es découragé et tu restes encore plus dans le rythme des pilotes autour de toi. C'est sûr qu'il y a tout l'aspect mental aussi qui joue et justement Musquin, je crois qu'il avait arrêté de lui dire à Vial par rapport à ça, parce qu'en soi c'est vrai que le pilote il sait qu'il faut prendre un bon départ, il est derrière la grille, il a envie de sortir devant, il sait que la course est plus simple, c'est les premiers à le dire sur le podium, ouais il faut que je prenne un meilleur départ pour espérer jouer devant, machin, donc ils le savent en fait qu'ils ont besoin de prendre un bon départ, il n'y a pas besoin de leur rabâcher, au contraire de leur donner peut-être des mots sur d'autres trucs et pour rediriger un peu l'attention. C'est sûr que ça rentre en jeu aussi, mais ouais, après, de toute façon, quoi qu'il en soit, je suis quand même pas pour. Je suis plutôt modéré sur le sujet. C'est vrai que quand on en parlait dans les précédents podcasts, tu vois les mecs qui te choisissent un pneu juste pour la grille de départ, essayer de sortir devant, quitte à négliger les 30 minutes de course restantes sur le reste de la piste. Ça me semble un peu poussé. Et après, de dire aussi, t'as pas besoin d'un bon départ pour performer et gagner le championnat. Oui, quand t'es et encore, quand tu es très bon, selon moi, tu te compliques quand même la vie et c'est pas dit que tu le gagnes, alors que si tu sortais tout le temps devant, et voilà, Jet il se met à chaque fois dans des très bonnes positions, il sort tout le temps devant, quoi, les Honda Boy là. Enfin, je pense que si Hunter aussi, il avait la plaque rouge jusqu'à ce week-end,
c'est parce que le garçon il sort devant. Je pense que tu le fais sortir 10 ou 15 à toutes les courses. La régularité, elle n'est pas celle qu'elle a été. Alors, ça aurait été régulier, mais peut-être aux alentours de la 5e place, tu vois, il reviendrait peut-être pas sur le podium à chaque fois. Ouais, je suis d'accord. Pas de podium du coup pour Digan non plus ce week-end. Est-ce que tu penses que c'est un tournant dans le championnat? Est-ce que quelqu'un peut venir accumuler des points et essayer de le rattraper? Ou est-ce que c'est juste, voilà, c'est la course, l'anomalie et il sera à nouveau sur le podium et peut-être même il gagnera probablement la semaine prochaine? Non, il n'y a aucun tournant, on est toujours dans la même direction. Enfin, justement, au début, je me suis posé la question quand je l'ai vu, parce qu'on l'a pas vu à la télé, sa chute. Quand je l'ai vu une vingtaine de secondes derrière, et qui du coup plus du tout. Alors qu'à un moment donné, il était derrière Tom Vial, là, quand il fait son erreur aussi, justement, deuxième virage de la piste. Il fait son erreur là, et il était à deux doigts de tomber, il était dans sa roue, et à chaque fois, justement, ça faisait un peu yo-yo quand ils avaient des pilotes à doubler devant eux. Je me suis dit, j'étais étonné de le voir si loin à la fin parce que justement, il est plutôt du genre à être costaud physiquement et attaquer fort dans les derniers tours. Donc j'étais assez étonné. Et quand j'ai vu la chute, ah là, bah, d'un seul coup, ton état d'esprit il change totalement et tu te dis, ah ouais, non, en fait, presque incroyable quoi, ça perd parce que la boîte, il en prend une bonne quand même. Hein, ça aurait pu être bien pire déjà. Même Vial, déjà, il y a échappé de peu. Hein, moi, quand j'ai vu les deux, il y a Masterpool qui a failli atterrir sur le gars, Vial qui a failli me prendre la moto. Et. Et ouais, tu vois la boîte qu'il prend et ça tape pas mal. Donc non, au final, tu te dis bonne perf, il a bien assuré. Et quand j'y pense, si je dis pas de bêtises, alors je suis pas le pro des stats, tu me corrigeras peut-être, mais je crois que Vial, qui selon moi était celui avec qui il allait avoir la bataille, donc actuellement il n'est pas deuxième au championnat, il est quand même troisième, mais avec qui la bataille se ferait pour le titre. Donc voilà, Imas, je m'attendais à ce qu'il en gagne peut-être une par-ci par-là, mais qu'il soit un peu plus en retrait. D'ailleurs, même on n'avait même pas parlé sur lui avant, on mettait plus un Kitchen devant. Mais ça Et un n'empêche que. Shimoda? Et un Shimoda notamment. Donc ça n'empêche que Vial, je crois qu'il n'a pas gagné un seul point sur Digan, au général du coup, sur les généraux à chaque fois. Euh, Alors là, Vial est devant Digan au général, mais est-ce qu'il a marqué des points 3-4 contre Non, 2-6? là il a fait égalité de points ce week-end-là. C'était le seul où je me suis dit, tiens, il a fait devant et tout, c'était chaud, et je crois qu'il a fait égalité de points avec lui. Ok, Et ensuite, Digan les a toutes gagnées à part celle de Masterpool. c'est ça. Donc, et même quand Masterpool a gagné, c'est Digan qui était deuxième. Ouais. Donc Vial n'a jamais marqué un point sur Digan depuis le début de saison. Et donc le seul à en avoir fait, donc c'est Masterpool, mais qui est loin, loin au championnat. Et là, Aimas. Et Shimoda, du coup, ce week-end. Ah oui, Shimoda Shimoda aussi, qui est le ce troisième du week-end, avec une cinquième et une deuxième place, et du coup, il a marqué un petit point sur Digan. Wow. Donc, non, bah, je suis d'accord avec toi. Je pense pas, encore plus, déjà avant d'avoir vu la chute, je pensais pas particulièrement que c'était un tournant au championnat parce que euh, c'est c'est pas une sixième place qui va tout changer. Il a déjà tellement de points d'avance et il reste maintenant 5 épreuves, donc ça va. Et maintenant que j'ai vu aussi, oui, la chute où il atterrit sur la moto derrière la table, je comprends mieux la sixième place en deuxième manche et je suis pas du tout inquiet. La seule chose qui pourrait m'inquiéter, c'est que si peut-être il s'est fait mal et que peut-être ça l'a empêché aussi de rouler fort en fin de deuxième manche, mais ça avait pas tellement l'air d'être le cas. Donc je m'attends à revoir Digan aux avant-postes et même énervé la semaine prochaine. Ouais, c'est clair, non, c'est sûr qu'il n'y a pas de tournant et la seule chose qui le ferait pas gagner le titre, c'est qu'il se mette une boîte tout seul. Ce qui n'est pas impossible parce que tu vois que le garçon, justement, il n'est pas trop du genre à gérer son championnat depuis même le début. Donc forcément, au début, bah, tu vas chercher les points et tout, mais même là, avec l'avance qu'il a, quand tu vois la première manche, il voulait pas la laisser passer, la victoire. Donc tu as bien compris qu'il n'était pas là pour gérer et assurer. Donc voilà, c'est la seule possibilité, je pense, pour qu'il y ait un tournant au championnat. Et que du coup, ce soit serré, parce que bah, finalement, si tu supprimes Digan, tu as un point d'écart entre Aimas et Vian. Donc, euh, C'est vrai. donc voilà, mais bon, ouais, ce serait un peu dommage quand même. Est-ce que tu as une surprise, une bonne surprise de cette catégorie 250 à Red Bull? Euh... Enfin, en plus, pendant les manches, je me suis dit justement, tiens, sa surprise, mais je crois que c'est plus pour les 450. Ouais, non, 250, je crois pas.
Et ben, je vais te dire, moi, ce que j'ai noté, c'est la deuxième manche de Kitchen. On a vu un petit peu Kitchen ce week-end pour la première fois depuis Fox Raceway, depuis la première épreuve. Kitchen qui finit, si je ne m'abuse, oui, troisième de la deuxième manche. Et qui était à peut-être 20 secondes pile de Hymus, peut-être un peu moins de 20 secondes. Donc le rythme était meilleur. Alors après, c'était pas Digan devant, c'était Hymus. Donc peut-être aussi que c'est pas la même chose. Mais Ouais. Et puis Amos a, je pense, ralenti quand même dans les derniers tours, hein, parce que justement Shimoda qui a fondu dessus, je suis pas persuadé que ce soit Shimoda qui d'un seul coup, bam, il est sorti des tours de folie. Je pense que c'est plus je Amos pense. qui fatiguait un peu, bah d'ailleurs à l'image de sa première manche, ou alors est-ce que c'est qu'il fatiguait, parce que ce serait un peu étrange qu'il ait réussi quand même à garder un peu plus longtemps le rythme en deuxième manche et pas en première manche, peut-être question de réglage ou autre chose, Bah, mais ou de ses trajectoires, tout simplement. Moi, ouais, je pense oui. qu'il a eu un pilotage qui était beaucoup plus économe en termes d'énergie en deuxième manche. Et c'est ce qui l'a permis de tenir plus longtemps, même s'il en a manqué un petit peu à la fin. Mais c'était assez pour gagner, quoi. Mm. Et une déception en 250. Ouais, la petite chute de Vial, je pense, là, dans l'ornière, un peu, Ouais, ouais. un peu décevant. Je t'ai identifié sur Instagram d'ailleurs, justement, c'est la page Pro Motocross, je crois, qui ont publié sa chute. Et dans les commentaires, je t'ai identifié parce qu'il y a un mec qui a dit qu'il s'entraînait trop avec Sexton. Donc, qui a repris ta théorie, visiblement. Et, et plein de monde qui commentait ça, le The New Sexton. Plein de trucs comme ça, c'est vrai qu'il met un peu la cabane sur le chien souvent. Et sur des petites erreurs, en plus, enfin, je crois que j'avais vu une vidéo ensuite de ces erreurs cumulées de ces dernières épreuves. C'est vrai que souvent glissade ou petite chute qu'on pourrait, je pense, éviter, quoi. Mais ouais, Ouais, c'est dommage parce que même quand Digan du coup fait des erreurs, bah, il en profite même pas au final. Il en fait aussi et il finit par finir derrière ou à pas maximiser ses points quoi dessus. Donc là, ouais, non, d'un point de vue du championnat, moi ça me paraît compliqué. ouais, c'est vrai que c'est dommage, il capitalise pas. Le Big, il lui en a parlé cash dans son interview. Il a dit bon, tu tombes quand même souvent. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu tombes pas tant que ça. Et il a dit ouais, c'est vrai que bon après, je suis pas tombé des trois premières épreuves. Là, c'est vrai que ça fait trois épreuves de suite que je tombe. Mais c'est juste que j'essaye et que ça roule fort devant et je pousse et je fais des erreurs quoi. Donc d'un autre côté, encore une fois, moi je préfère un Tom Vial qui se donne et qui fait des erreurs et qui chute tant qu'il se fait pas mal, qu'un Tom Vial qui finit 4 et où tu as l'impression qu'il essaye pas. Quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça vaut, enfin je dis ça pour Tom, mais c'est pour n'importe quel pilote en vrai. Voir un pilote, les pilotes tu vois, qui donnent tout ce qu'ils ont, c'est toujours inspirant et c'est toujours plaisant à regarder. Moi, ma petite déception, c'est Max Anstey, qui, bon, il avait cassé la moto en première manche à Southwick la semaine dernière, et du coup, je ne me souviens plus du résultat qu'il a fait en seconde, mais il était loin. Là, il est 9e du général, avec une 9e et une 13e place. Donc bon, c'est deux premières courses sur la YAM en 250. En motocross, pas terrible. Ouais, après, moi, du coup, j'essaie de relativiser en me disant, bon, il vient de switcher sur la moto. Et là, en fait, c'est plus mon expérience de pilote du dimanche matin. Je me dis, tu me ferais switcher sur une autre moto, là, une Suzuki ou une moto qui m'est un peu inconnue depuis plusieurs années. Euh, c'est pas Non, non, mais évident. attends, tu peux pas comparer la YAM à une Suzuki et encore moins la Star Racing, là, il faut arrêter. Non, mais peu importe, justement, même si elle marche beaucoup plus fort, c'est ne serait-ce que switcher voilà, d'une balance. Enfin, non, je crois qu'il faut pas dire balance du coup en français. Enfin, d'une Bah, moto qui réagit d'une certaine façon à une autre, quoi. ouais, c'est équilibre en Ouais. français, balance. Mais, Euh, enfin, je dis ça, mais enfin, tu vois un Masterpool qui, par exemple, a priori en plus moins d'expérience qu'un NST, qui a switché sur la Pro Circuit, 450, 250 en plus. Et voilà, ça va. Donc, bon, alors, est-ce que après. c'est plus dur de rester sur la même marque et de changer de cylindrée, de la 450 à la 250, ou est-ce que c'est plus dur de rester sur la même cylindrée et de changer de marque? Non, c'est plus dur à mon avis de changer de cylindrée quand même. Hein. C'est que, enfin, tu vois, c'est pareil. Je veux dire, il disait que ne serait-ce que là, le Larocco Slip, bah, en 450, peut-être que tu te poses pas de questions.
En 250, tu as intérêt à réfléchir avant si ta prise d'élan elle a été bonne avant de l'envoyer, quoi. Donc non, je pense que ça change quand même beaucoup plus là-dessus. Et puis même sur le pilotage, ne serait-ce qu'à mon avis, bon, après, les pros, tu les entends quand même, même la 450, prendre l'embrayage et mettre poignée dans l'angle. Mais je pense que ça se conduit quand même un peu plus en force, une 250 qu'une 450, même à leur niveau, même avec leur pilotage très agressif. Euh, je pense que le switch est quand même plus dur que de passer d'une marque à une autre, où bah, voilà, peut-être que le feeling dessus, l'équilibre va être un peu différent, mais en soi, le moteur, ça délivre quand même la même puissance totale. Et puis eux, avec tous les changements qu'ils peuvent faire, enfin justement, c'est ce que DV leur reproche de vouloir. Ils changent de marque, ils changent d'écurie, et puis ils veulent faire la même chose, ils veulent faire une KTM dans une Yamaha. Donc ils ont la possibilité de la faire à leur goût, s'ils veulent plus d'allonge, plus de reprise en bas, enfin voilà, ils ont ce qu'il faut pour la mettre à leur goût. Ouais, puis ça va, parce qu'en style, il passe d'une Honda à une Yam. C'est pas le plus gros changement que tu puisses faire non plus, tu vois. C'est pas comme si tu passais d'une autrichienne comme une Ouais. KTM avec un châssis en acier à une Suzuki qui a un kick. Kick. Alors, on a eu beaucoup d'actions en 250. On a eu pas mal d'actions en 450 également. Et comme je disais au début du podcast, tout a commencé dès le jeudi avec l'annonce comme quoi Jet Lawrence s'est donc blessé au pouce et ne participera pas au reste du championnat. On en parlait un petit peu la semaine dernière et une de mes premières pensées et questions quand j'ai vu ça, c'est comment est-ce que Sexton réfléchit maintenant qu'il n'y a plus de Jet Lawrence? Comment est-ce qu'il se sent en arrivant en course? Et j'ai pu voir, j'ai pas suivi les essais, mais j'ai pu voir son interview après avoir fait la pole et il a l'air déjà beaucoup plus relax avant même la première manche quand même. J'ai pas vu moi cette interview là dont tu parles, mais j'imagine. Enfin, ça fait un point au moins en fait. C'est vraiment un truc, enfin quelque chose de difficile à battre, difficile à obtenir, bah, qui lui met des bâtons dans les roues quoi, mais qui lui rend la tâche difficile tous les week-ends. Tu l'enlèves, voilà, c'est un point en moins. Et je me doute que ouais, il est plus relax. Et puis en plus, je te dis, je pense que dans sa tête, il savait que Jet, je pense qu'il s'en rendait compte quand même qu'il était un peu un cran au-dessus et que, enfin, il s'arrachait à mon avis toutes les semaines à l'entraînement pour essayer d'atteindre ce niveau et pouvoir le battre. Sachant qu'en plus, il devait quand même se douter en l'écoutant, en le voyant que il devait être gêné par son épaule, donc en plus pas forcément à 100%. Et il devait savoir aussi qu'il était un peu plus fort que Hunter parce que bah, il a doublé quand même plus d'une fois depuis le début du championnat. Et très souvent, Hunter partait devant. Et donc, il y a plusieurs fois où il a réussi à le doubler. Donc, je pense que lui, dans sa tête, la hiérarchie est un peu comme ça. Il y a Jet qui est un peu au-dessus de moi et je suis en train de m'arracher. Mon objectif, c'est là. Je pense qu'à mon avis, il pensait même pas trop à Hunter qui, en réalité, était premier au championnat. Mais voilà, dans les courses. Quand il a les deux devant, il se dit bon allez, il faut que je me débarrasse assez vite d'Hunter et après je sais que là ma grosse tâche, le gros truc compliqué quoi, c'est d'aller chercher Jet. Donc là voilà, t'enlèves ça, maintenant c'est un peu soulagé. Et, alors faut pas se reposer et se dire c'est bon j'ai gagné parce que bah, Hunter est quand même très régulier, Sexton est capable de faire des erreurs et Hunter est rapide aussi sur des manches. Donc c'est pas gagné d'avance, mais c'est sûr que enfin, dans sa tête lui c'est un point en moins et il peut souffler un peu quoi. Ouais, bah du coup dans l'interview il disait que bon, déjà il était super content de faire la pole position, qu'il avait jamais gagné à Red Bull, mais que c'était moins sablonneux que les dernières années et qu'il avait plus l'impression que c'était ce à quoi il avait été habitué quand il roulait en amateur là-bas et qu'il il voulait s'amuser et faire du beau spectacle pour les fans. Voilà, c'est là que je me suis dit le mec ça y est il est en vacances quoi. Ça pense aux fans carrément. Non, mais ouais, tu vois que il est beaucoup. Enfin, son attitude, le visage était beaucoup moins fermé. Et puis, bon, après, ça s'est vu dans les manches. Il a talonné Hunter pendant une bonne partie de la première manche jusqu'à ce que Hunter fasse son erreur et chute. Et puis en deuxième manche, il a dominé, comme on dit, de la tête et des épaules, quoi. Ouais. Franchement, première manche, encore une fois, j'aurais aimé que Hunter ne tombe pas. Je dis souvent ça quand le mec devant se tôle parce que, ben voilà, encore une fois, c'était pas gagné d'avance. Ça faisait un peu le yo-yo, des fois il était là, un peu plus en retrait et c'était pas joué d'avance. Donc j'aurais aimé voir un peu le dénouement sans la chute de Hunter. Mais bon, quoi qu'il en soit, ouais, il était là, il était, je pense, quand même un peu plus rapide aussi. Alors peut-être pas sur l'ensemble de la manche, mais sur tous les tours.
Mais voilà, je pense que là, c'est un peu la suite logique. Il a récupéré la plaque rouge et je ne sais pas s'il va la reperdre d'ici la fin du championnat. Enfin, voilà, je le vois bien aller au bout. Déjà parce que justement, il y a une pression en moins sur les épaules. Donc, on va peut-être moins voir d'erreurs, voilà, ce genre d'erreur de rentrer fort dans une ornière et de la casser. Euh, et aussi parce que bah, du coup, il y a un peu moins d'adversité aussi. Donc moi ouais, depuis que j'ai vu que Jet ne faisait plus partie de la course, je me suis dit bon, c'est pas fait encore une fois, hein, rien n'est fait, mais ouais, je mets un billet un peu plus gros sur Sexton maintenant. Tu rajoutes un deuxième billet. Voilà, ouais. Euh, Ouais, est-ce que tu penses que Hunter, après sa chute en première manche, il a eu un petit peu de mal en deuxième. Il finit tout de même quatrième et il a dit qu'il avait galéré un petit peu avec la vision et qu'il pense qu'il s'est cogné la tête peut-être un peu plus fort que ce qu'il aurait aimé admettre. Est-ce que tu penses, donc si on considère qu'il s'est pas fait mal et qu'il va revenir à 100% dès la semaine prochaine, est-ce que tu penses que il y a une épreuve peut-être d'ici la fin où il peut aller chercher Sexton à la régulière? Donc sans chute de Sexton. Bah, plus dans le sens, ils partent tous les deux devant et après tu vois ce qui se passe, quoi. Ouais. Bah, avec une petite chute de Sexton, tu vois, je serais pas surpris que ça arrive quand même d'ici la fin d'année. Je pense on devrait s'attendre à moins le voir parce qu'il y a moins de pression, il y a moins besoin de pousser. Et à la fois, j'aimerais quand même voir un Sexton qui s'arrache toujours autant à l'entraînement, mais c'est toujours pareil. Tu te dis, tu t'arraches toujours, il y a ce facteur risque de blessure, de chute. Et donc, ce serait bête qu'une chute arrive maintenant, une blessure arrive maintenant. Mais à la fois, j'aimerais qu'il profite justement de ce temps qu'il a en plus en fait, de préparation, d'entraînement que Jet n'a pas pour continuer de progresser, pour réduire cet écart avec Jet et que dès l'année prochaine ou dès le SMX, qu'on ait encore une grosse bataille entre les deux avec un niveau vraiment très serré et même avec d'autres. Hein, si Tomac, Webb peuvent se rajouter, Roxen aussi à la partie, c'est avec plaisir. Hein, je vais pas leur dire non. Mais, mais ouais, j'aimerais vraiment qu'il continue justement sur cette voie de s'arracher comme si Jet était encore là et qu'il avait voilà, un peu l'impossible à aller battre pour continuer de progresser et de gagner en vitesse. Mais à la fois, ouais, il y a aussi peut-être à se dire, bon, on lève un peu le pied parce qu'il y a quand même beaucoup de fois où il va se mettre en catastrophe, c'est un grand mot, mais quand tu vois les deux roues qui glissent à la vitesse à laquelle il va, c'est là que j'appelle se mettre en catastrophe. C'est que si les deux roues glissent et glissent jusqu'au bout, il se met par terre et ça peut faire mal. Et ça, même la course justement où il est reparti de dernier et qu'il gagne, on le voit plusieurs fois, hein, qu'il part de tout l'extérieur, bam, là tu le vois en glissade avec les deux roues pour aller chercher l'ornière à l'intérieur. Enfin, il a été très proche de s'en prendre une plusieurs fois. Et, donc voilà, c'est assez compliqué, mais après, ouais, est-ce que Hunter va pouvoir le prendre à la régulière? C'est pas impossible parce que l'écart de niveau n'est pas non plus incroyable entre les deux et c'est pas gagné d'avance pour Sexton, donc ça se peut qu'une piste sur laquelle Hunter se sente bien et puisse aller le chercher à la régulière, selon moi. Est-ce que tu penses que c'est possible pour Chase de prendre moins de risques et de continuer en fait à pousser dans l'objectif de progresser, comme tu dis, pour réduire l'écart de niveau avec Jet, en éliminant les risques et donc peut-être progresser un peu moins vite, mais quand même, tu vois, genre en fait sur le moment, se dire quand tu sens que tu fais une erreur ou qu'il y a un endroit où tu n'es pas à l'aise, juste peut-être lever le pied à cet endroit-là pour pas prendre le risque, mais continuer à pousser pour progresser. Ouais, bah, c'est dur ça, c'est dur à savoir. Ne serait-ce que déjà, enfin, quand c'est toi le principal concerné, mais alors là, de se mettre un peu dans son état d'esprit à lui. Euh, Parce que c'est pareil, c'est dur de ralentir. Enfin là, lui-même, je pense que tu lui poses la question, il va pas se dire, bon, du coup, on va ralentir un peu la semaine, là, on va peut-être faire quelques tours en moins, on va peut-être faire quelques passages en moins, ou enfin, ou Mais moins se mettre en danger, moins rentrer fort, moins repousser. Mais je pense que ça va se faire un peu inconsciemment aussi, enfin, au moins sur les week-ends de course. Peut-être pas à l'entraînement parce que à l'entraînement voilà t'es toujours dans un objectif, t'es tout seul, il a pas de jet devant lui qui passe deux fois plus vite que lui dans un virage ou qui fait un truc différent ou un truc plus fort, plus rapide. Donc à l'entraînement, il va rester dans son truc. Je pense que ça changera pas grand chose. Ça va plus être les week-ends de course. Et à la fois, voilà, les week-ends de course, c'est là que tu as les pistes qui sont détruites. Donc je pense que là, inconsciemment, ça va se faire quand on n'a pas un devant toi qui te met 2 secondes autour.
bah, naturellement, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec partir dans le wagon de tête. Ça t'imprime le rythme, ça te tire, ça te pousse, ça te motive. Et bah, si tu enlèves ça, bah, voilà, et c'est ce qui participe aussi à faire à ce que le niveau en fait continue d'évoluer aussi, de progresser. C'est que quand on a un qui va plus vite, bah, les autres vont chercher à aller le prendre. Mais à la fois, c'est difficile quand tu es dans la position de jet. Bah, lui, il va chercher quoi? Il va prendre quoi? Il se compare qu'à lui-même, quoi. Lui, ça va être que les chronos qui vont parler pour le tirer, pour le pousser. Il n'y a personne qui lui montre devant. Tu peux aller plus vite, tu peux prendre plus rapide, tu peux faire autrement, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. Ouais, oui, je pense que c'est même en fait à l'entraînement, il faut continuer de pousser, même peut-être pousser plus, parce que maintenant, si tu es un petit peu plus fatigué sur les week-ends de course, c'est peut-être pas grave parce que tu auras moins besoin de toute façon de toute ton énergie, de tous tes points forts pour gagner. Et justement, peut-être lever le pied un petit peu et faire juste le nécessaire le week-end. Ouais. Ouais, mais à la fois, le week-end, c'est aussi un bon entraînement. Parce que je pense qu'une piste détruite comme ça, il l'a pas à l'entraînement. Même si j'espère, hein, j'imagine qu'ils essaient de reproduire les conditions, ils essaient de s'entraîner à plusieurs. Voilà, tu as quand même, en général, une seule trace et ils passent tout le temps dans celle-là. Donc, qui peut-être va se détériorer au fur et à mesure des passages. Mais tu n'en as qu'une seule. Arrivé en course, c'est un champ de mine. Tu as une descente dans celle dans laquelle Hunter. Enfin, celle-là, je l'ai dit en regardant la course, j'ai dit, celle-là, mais j'aimerais pas la prendre, moi. Rien que de les regarder dedans, c'est une angoisse. Et moi, j'aimerais pas rentrer dedans parce que alors là, ouais, c'est vraiment. J'étais vachement surpris qu'elle soit enfin, autant défoncée comme ça. Je sais pas, ça me surprend un peu. Parce que tu vois, à l'inverse, d'autres parties du circuit, c'était relativement plat, dur, sans trou, même sans trop d'ornières. Et là, par contre, tu avais une descente. Alors, je sais pas si elle était plus arrosée, les arbres peut-être qui gardaient plus d'humidité ou RC plus profond, mais c'est vrai que les trous là, c'est impressionnant. Ouais, ouais. Bon, moi, ça m'aurait pas posé de problème parce que je l'aurais prise tout doux. Donc ça va. T'enroules. Ouais, ouais, j'enroule, comme dit tonton. Ouais. Euh, alors, on va en venir à notre Dylan national. Et Mais cette fois-ci, du coup, j'ai regardé le panneau de gauche parce que à chaque fois, j'en parle sans trop savoir parce qu'on ne le voit pas à l'écran. Je vois juste le résultat final avec le nombre de secondes en général et je ne peux pas trop en parler. Là, je me suis concentré un peu plus, j'ai un peu plus regardé. Donc, ok. Mais moi, je vais te dire, avant même le début de la première manche, j'avais envie de gueuler sur Dylan. Il s'est mis à côté d'Hunter au départ. et puis en deuxième manche, à côté de Sexton. Mais alors, autant Sexton, il prend des bons départs, mais il a pas fait, enfin, il a peut-être même pas fait un seul all shot depuis le début du championnat. Hunter, il en a fait quelques-uns et quand il part pas premier, généralement il part deux ou trois max. Tu vois, genre c'est vraiment un bon, genre c'est peut-être un des mecs que tu pourrais comparer à Prado pour l'Europe. Tu vois, genre Prado, il fait pas tous les all shots, mais il en fait presque la moitié. Hunter, il est presque à ce niveau-là, j'ai envie de dire. Avec son frère, il se les partage quoi en fait. Mhm. Quand tu es un pilote qui galère un peu au départ, tu te mets pas à côté d'un pilote qui prend d'excellents départs parce que le pilote qui te double, si le pilote à côté de toi il te double au tomber de la grille, mais déjà là t'es pas deuxième au premier virage, t'es au moins 8 quoi. Parce qu'il y en a d'autres qui vont être au même niveau que lui, ça se resserre, etc. Ça, il est censé le savoir, Dylan, il est censé savoir que si tu pars pas devant les deux mecs qui sont à côté de toi quand la grille tombe, tu vas te retrouver enfermé au premier virage et tu vas pas sortir enfin tu vas difficilement sortir dans les 10 premiers déjà. Et deuxièmement, il est censé savoir que Hunter, il prend de super départ. En plus, je ne sais pas si parfois ils s'entraînent sur la piste en même temps, je sais qu'ils s'entraînent au même endroit, je ne sais pas s'ils s'entraînent au même moment. Ça se trouve, ils ont fait des entraînements de départ. Je doute qu'à l'entraînement, il ait réussi à faire plus de all-shots sur Hunter que Hunter en a fait sur lui, s'ils ont fait des départs ensemble. Mais quoi qu'il en soit, il était sur toutes les courses précédentes, il sait que Hunter, il prend de super départs. Et là où ça m'a agacé, c'est que j'ai pas regardé les essais chrono. Mais je suis à peu près sûr que Ferrandis, il est rentré sur la grille après Hunter. Bah oui, oui. Ouais, non, mais oui. C'est justement ce que j'allais dire. C'est non seulement il se met à côté de quelqu'un qui part fort, mais en plus, enfin, quand tu rentres 32 sur la grille, à un moment donné, va pas te mettre. Non, il est pas rentré 32, je suis mauvaise langue, mais non, non, c'est sûr que. Bah déjà, enfin, moi je peux te donner des chiffres, hein, je connais pas beaucoup des chiffres, pas beaucoup de stats, mais il a pris 5 secondes au chrono déjà, Ferrandis. Donc quand tu prends 5 secondes au chrono, moi c'est là que j'ai envie de crier et de dire arrête. Moi ça m'énerve. Tu prends 5 secondes au chrono. Comment tu peux parler sur la ligne de départ avec Hunter en mode décontracté?
Parle pas, va te foutre tout à l'extérieur, tout à l'intérieur, reste dans ta bulle et énerve-toi un petit peu là, garçon. 5 secondes au chrono. Moi, c'est un mec qui l'a gagné ce championnat, qui se bataillait avec Sexton et Jet, ne serait-ce que l'année dernière encore. Hein. Il était, je pense, dans les mêmes chronos, pas trop loin, peut-être un peu quand même en dessous des deux garçons, mais il était là. Là, il prend 5 secondes. Qu'est-ce qu'il se dit, lui, dans sa tête? Moi, j'ai mal au moral pour lui, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai voulu voir si je trouvais une interview de Ferrandis, j'en ai pas trouvé Ah, j'ai pas aujourd'hui. regardé Peut-être encore le qu'on en Big, aura là, une voir dans la si, semaine. s'il y a eu des interviews, mais non, moi, quand je vois ça, je fais. Ouais, tu peux même pas. Tu peux pas espérer un podium, là, quand tu prends déjà 5 secondes au départ. Donc, quand ça arrive une fois, enfin, au départ, quand tu prends 5 secondes au chrono, quand ça arrive une fois sur une épreuve, des fois, au chrono, bah, il avait pas la moto comme il l'aimait, ou il était pas à l'aise, ou machin, et puis ça change à la manche, ok, mais là, enfin, tout au long de la saison, depuis le début de la saison, c'est la même chose. Il est loin au chrono, et du coup, il est loin aux manches. Enfin, les chronos reflètent un peu les manches. Hein. Alors, il a pris 5 secondes, c'est pas aux essais. C'est chrono. C'est aux essais chrono qui prend 5 Tout secondes? cumulé, là, il y a toutes les séances, tout ce que tu veux, à la fin, le finish, c'est 5 secondes qui prend. Ok, et les manches? Au tour, Ouais. ah, je sais pas ça par contre. Puisque bon, du coup, puisque là, après, ça a été un effet boule de neige, donc il se met à côté d'Hunter, évidemment, il part pas mieux qu'Hunter, donc il part loin dans le paquet. En étant loin dans le paquet, il s'accroche avec un mec, puis avec Nicoletti, il tombe avec la moto de Nicoletti sur la sienne. Elles étaient en plus, elles avaient l'air bien accrochées, il a galéré à la retirer. Il repart 40e, et là, après, bah, il galère toute la manche pour revenir que 19e. Et alors, la 19e place sur la grille, tu peux pas vraiment prendre une bonne place. Parce que, alors, autant quand tu rentres 6, 7, bah, justement, tu peux te placer par rapport aux autres pilotes. Et en même temps, il te reste du choix, surtout sur une grille de 40. Bon, là, quand tu rentres 19e sur la grille, il te reste encore la moitié du choix. Mais bon, ça va être la plupart des grilles pourries, quoi. Ou loin dans l'extérieur, ce qui est pas terrible pour le premier virage. Et donc là, bah, à nouveau, il fait un départ très moyen et il remonte 5. Du coup, sa deuxième manche, moi j'ai assez bien aimé sa deuxième manche, mais bon, toute sa journée a été dictée par ce choix de se mettre à côté d'Hunter sur la grille de départ, quoi. Oui, 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 c'est sûr que déjà là, je sais pas trop dans quel état d'esprit il est, parce qu'effectivement, tu peux pas te dire je vais me mettre à côté d'Hunter. Enfin, déjà, il sait il se met à côté de deux pilotes lambda. C'est pas dit qu'il fasse le all shot, qu'il sorte forcément mieux qu'eux et qu'il fasse le all shot en plus. Mais donc forcément, enfin, et moi c'est pareil, ça je le sais de mon expérience du pilote du dimanche matin, c'est que le peu de fois où j'ai pu sortir devant, enfin faire devant au chrono, ça m'embête. Alors j'essaie de choisir la meilleure place, celle qui me plaît le mieux par rapport à l'angle du virage, etc. Mais à chaque fois, je regarde où est-ce que vont se mettre les autres pour pas qu'ils se mettent juste à côté de moi, ceux qui ont fait juste derrière, parce que en plus je sais que je suis pas un très bon starter, donc ça m'arrange si j'ai deux Gugus qui débutent la moto à ma droite et à ma gauche. Et encore, c'est qu'en général c'est des 4,50 les mecs qui débutent la moto et ils sortent quand même mieux que moi tomber de la grille du coup. Moi je reste sur place, les mecs ils sortent quand même mieux que moi. Donc moi la dernière course que j'ai faite, je me suis mis à côté de la cabine. Comme ça, je me suis dit, bon, bah, déjà, au moins, j'ai un espace, j'ai personne à ma gauche, et j'avais juste un pilote à ma droite. Ouais, c'est un bon choix, ça. Ouais, bah, ça a pas été, j'ai pas fait mon meilleur départ quand même, mais bon, ça allait, c'était pas trop mal. Mais voilà, ça, on le sait que c'est mieux de se mettre justement, et je crois que même, enfin, je sais plus qui le disait, que en soi, faire la pole aux essais, ouais, c'est bien, mais à la fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Parce qu'après, quand tu choisis ta grille, mais je crois que c'est DV qui disait justement qu'il aimait mieux faire un peu plus loin, un peu en retrait au chrono. Parce qu'au moins, il pouvait choisir de ne pas se mettre à côté des mecs qui sortaient bien, quoi. Des premiers qui en général sortent bien, etc. Il pouvait faire ce choix de s'excentrer un petit peu. Et donc là, ouais, c'est bizarre parce que enfin, bon, je dis, il s'est pris 5 secondes au chrono, mais ouais, il devait pas être loin de la cinquième place. Je sais plus exactement combien il a fait du coup au chrono, mais c'est sûr qu'il était dans les 10 parce que déjà le deuxième, je crois que Sexton, je me demande s'il mettait pas 2 secondes quand même au deuxième déjà. Ouais, il me semble qu'ils ont dit à la télé que c'était plus d'une seconde, en tout cas, Ouais, presque deux. ouais, donc voilà, après, les écarts sont pas super serrés, je crois, en 450, donc il était dans les 10, c'est sûr, donc il avait le choix de mettre une ou deux motos entre lui et Hunter, qui potentiellement étaient de la place de gars, bah, forcément, de toute façon, qui ont fait derrière lui au chrono, et qui potentiellement sortent moins bien, puisque en général, on voit quand même que les mecs qui font les meilleurs chronos, globalement, c'est aussi ceux qui sortent devant en manche. Ça respecte un peu la hiérarchie de cette manière-là. Donc oui, là, un choix stratégique, bah, pas très stratégique,
Alors, je sais pas si c'était un conseil d'Eric Sorby ou si c'était une idée de lui, mais c'est vrai que c'est pas leur meilleure idée en tout cas. Et après, bon, je pense que deuxième manche, à côté de Sexton, là, il a pas trop de choix non plus parce qu'effectivement, il fait 19e et qu'on sait qu'il privilégie quand même l'intérieur à l'extérieur. Je pense que n'importe qui aurait fait ça et que là, du coup, il n'a pas dû avoir grand choix sur les grilles à l'intérieur. Ça devait peut-être être la seule qui restait parce qu'à la fois, les autres, peut-être qu'ils se sont dit, je vais pas les mettre à côté de Sexton, moi, pour le coup. Donc, au final, c'est ce qui lui restait. Mais tu sais, je me suis dit que peut-être que s'il partait dans le milieu de l'extérieur, au milieu de tous les autres pilotes privés, ben, en deuxième manche, moi j'avais espoir qu'il n'ait pas le choix et qu'il soit obligé de faire un peu ça. Parce que ben, de la même manière que Digan, bon, et alors il s'est accroché avec Hymus, mais tu sais, à Birmingham en Supercross, quand il était parti de tout l'extérieur. Enfin, je dis pas qu'il aurait fait un all shot, Ferrandis, mais tu vois, en partant au milieu de pilotes qui sont quand même moins bons et qui sont pas mieux équipés que lui pour sûr, peut-être au même niveau, mais enfin bon, je pense que le team privé de Ferrandis, c'est pas non plus le plus privé du plateau, quoi. Je pense qu'ils ont quand même un petit peu de moyens et de bon matériel, surtout maintenant qu'ils disent qu'ils ont leur nouveau moteur. Donc j'espérais qu'ils soient obligés de partir de l'extérieur pour que déjà, au tomber de la grille, ils sortent devant les mecs qui sont à côté de lui et qu'ils puissent se retrouver bien dans les 10 peut-être, alors oui à l'extérieur, mais dans les 10 au premier virage, quoi. Je me suis dit que ce serait peut-être quelque chose qui arriverait. Mais bon, c'est vrai qu'alors du coup, il était à l'intérieur de Sexton. Moi, j'avais pas vu où est-ce qu'il était. Mais bon, j'ai vu encore une fois que il n'a pas pris un bon départ du tout en deuxième manche, quoi. Je me souviens plus combien il est à la fin du premier tour ou même après le premier virage. Mais je me souviens qu'il a un peu cravaché quand même pour aller la chercher sa 5e place en deuxième manche. Ouais, mais c'est pareil, on en revient au fait que qui partent devant, qui partent derrière, sa place elle est toujours ici quoi. Donc là 5, tu rajoutes Jet qui n'était pas là, en fait c'est 6, et donc ouais, 6 ou 7, en fonction de s'il finit devant Cooper ou Anderson. Ouais, mais alors tu vois, il a Ce quand qui même arrive. fini devant Cooper cette Ouais, fois. sauf que Cooper, justement, qu'est-ce qui lui est arrivé à Cooper? Il a eu une petite chute, je crois, qu'on n'a Ouais, pas vue à oui, il a l'écran. chuté parce que c'est celle qui a obtenu la nationalité américaine là, qui est intervenue en disant que Cooper, je connais pas son prénom, Will? Oui. Will, qui nous disait justement qu'il avait eu une chute. Ils lui ont posé la question, on lui a dit ah, t'as des nouvelles là, tu peux nous expliquer, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas, Cooper, c'est pas normal. Ouais, mais voilà, enfin, donc Cooper qui chute, donc là il finit derrière, mais voilà, Cooper du coup tu le remets devant parce que quand ils partent tous les deux à côté, j'ai l'impression que Cooper finit devant, et Jet qui était absent, c'est encore 7 et c'est un peu tout le temps Ouais. ça. Ou alors voilà, c'est un Plessinger qui va être à la ramasse ou tomber aussi. Et donc les fois où il finit 6 ou là 5, bah, t'en as retiré un. Et puis t'en as un parmi ceux qui ont l'habitude de finir devant lui qui font une erreur, une chute ou un truc comme ça. Donc il reste toujours dans ces eaux-là qui partent devant ou pas. Mais alors là, Ferrandis, une fois qu'il est passé 5, l'écart avec Hunter se réduisait un tout petit peu, petit à petit, puis il a craqué à un moment donné, et puis alors là, les 3-4 derniers tours, c'était fini. Ouais, Donc parce je que pense bah, que ça pour faisait une un fois, peu il le a été yo-yo. capable de tout donner et de finir Mais la journée crevée, quoi. ouais, mais Hunter disait justement aussi que lui, il avait peut-être pris un coup sur la tête, il galère avec la vision, enfin bref, qu'il a pas sorti son meilleur roulage en deuxième manche. Donc Hunter un peu diminué. Et oui, ça faisait un peu yo-yo. Il y a des fois, ça revenait un petit peu même. Hop, ça serait écarté à 5 secondes. 4, 5, 4, 3, 4. Ça faisait un peu Oui, mais comme ça tout après, le tu long. sais, je comparais beaucoup les deux par rapport à Sexton aussi. Genre, Hunter ne faisait pas genre je perds du terrain, je rattrape du terrain, je perds du terrain, je Non, rattrape du terrain sur Sexton non plus, tu vois. Donc, non, il faisait qu'en perdre. euh, ouais, Les deux. mais les deux, mais du coup, ça indiquait quand même vraiment que Ferrandi se rattrapait un petit peu, quoi. Même si c'était, enfin, mais pas grand-chose, hein. Bah, moi, entre Mais le moment où j'ai commencé à regarder et le moment avant qu'il craque, justement, bah, au final, il a jamais rattrapé. C'est que c'est revenu un peu à un moment donné, ça a dû être 3 un peu l'écart entre les deux. Puis après, c'est mhm. vite repassé 4, 5, 4. Et en fait, si on faisait une moyenne de ce que j'ai vu, il était à 4 secondes tout le long. Donc l'écart, par contre, c'est pas agrandi du coup, si on en fait une moyenne. Mais donc c'est ce que je regardais, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et je m'attendais à ce que si on ait une interview de lui, ils disent, bah, pour la première fois de la saison, j'ai réussi à imprimer le rythme un peu d'Hunter, je l'avais en vision un peu. Enfin, ouais, si, 4 secondes, peut-être qu'il arrive à l'avoir en motocross sur une longue ligne quand même, de l'avoir en visu. Mais je m'attendais à ce qu'il nous dise ça, et à la fois, bah, quand Hunter il te dit, bon, diminuer, etc., ça me semble plausible. et, euh, et donc en soi, bah, c'est pas mal, mais est-ce que c'est en progrès, tu vois, si on veut comparer aux autres? Je suis pas persuadé moi que ce soit en progrès, ne serait-ce que le résultat, oui sur le papier, mais encore une fois, tu vois, je te dis dans l'absolu, t'enlèves Jet,
t'as Cooper qui tombe, il fait 5, sinon il fait 7, et il fait 7 comme les autres en fait, comme les autres manches. Et comme les autres manches où il y a des fois il est parti dernier parce qu'il est tombé ou très mauvais départ, et d'autres fois où il est parti dans les 4 premiers avec les Lawrence, etc. Et qu'au final bah, il redescend un peu pour finir toujours aux alentours de cette 7ème place. Ouais, moi je pense que c'est un petit progrès, mais que du coup maintenant il en manque physiquement. Maintenant qu'il peut rouler, je pense qu'on se rend compte que bah il manque du physique. Parce que T'as pas des stats non, des temps autour justement sur le meilleur temps en course? non, je les ai pas notés, mais rien que le fait que Ferrandis, parce que donc l'écart, comme tu as dit, c'était autour de 4 secondes à peu près tout le long, mais sur les 3-4 derniers tours, enfin à la fin, il en avait 10 de retard Ah sur oui, oui, Hunter, par contre, ou ouais, ouais, 15 oui, il a même. fini à 10 Donc, secondes. Ouais. Et puis même avec Cooper dans sa roue, ouais. c'était chaud. Et donc, je pense que il avait vraiment tout donné et qu'il en pouvait plus. À moins que peut-être qu'il se soit fait un petit peu mal dans l'accroche avec Nicoletti, mais au vu de la vidéo, je pense Ouais. pas. Hein. Non, oui, c'était. Bon, après, des fois, c'est pas pense. forcément les plus grosses chutes qui font le plus mal, mais là, ça a pas l'air de Ouais, taper ouais. trop fort. Je pense que c'est vraiment que il s'est donné pour remonter un 19e en première manche. Il a cravaché pour revenir à la 5e place en deuxième et je pense qu'il était crevé. En plus, la piste, c'est marrant, c'est Vial qui disait que la piste n'était pas si défoncée que ça. Bah, moi, je trouvais que, après, je ne roule pas dessus, lui ci donc il sait mieux que moi, hein, mais je trouvais qu'il y avait des endroits où effectivement ça n'avait pas l'air hyper défoncé, mais que la descente où Hunter est tombé, ou le virage avant le Laroccolip, et d'autres portions comme ça, je trouvais que c'était quand même bien défoncé, quoi. Ah, mais c'est vrai que peut-être qu'il compare du coup par rapport à l'année dernière, mais il me semble que ouais, t'avais quand même plus dans l'air que ça, et puis sur l'ensemble du circuit. Et donc au final, pour eux, même si tu mets des portions qui sont très défoncées, bah, comme cette descente, je pense que sur l'ensemble, il y a d'autres parties où du coup, enfin, c'était presque reposant au final, la partie justement après le saut d'arrivée. Là, c'était pas super défoncé, la ligne de départ, virage à droite, là non plus, il n'y avait pas de gros trous sur ce freinage-là, pas de grosse ornière. Donc au final, ça fait des portions où ils n'ont pas trop à s'accrocher, où c'est pas trop défoncé. Donc je pense que ouais, d'une manière générale, bah, c'est un peu comme tous les autres terrains, la préparation des terrains cette année fait que on a des terrains quand même un peu moins défoncés, un peu moins creusés, un peu moins d'ornières. Mais oui, effectivement, comme il y a des portions, bah, pareil, juste avant la table, où le retardataire a pris un par l'avant devant Vial et Masterpool. Là, c'est pareil, les ornières qu'il y avait là, elles étaient vachement profondes, trouées aussi. Et des fois, tu les voyais, les mecs, ils étaient freinés avec les cale-pieds, ils avaient du mal même à l'envoyer à cette table-là. T'envoyais beaucoup l'amortir et rouler dessus. Et d'ailleurs, je crois que c'est Anderson qui avait pris une trace intéressante là, tout dans l'intérieur durant la manche, durant la deuxième manche. Je crois que Carmichael l'a souligné justement en disant j'aime bien sa trajectoire intérieure là à Anderson. Et c'est vrai que c'était pas mal parce qu'il n'y avait pas dans ces ornières super profondes qui les freinaient. Tu voyais les cale-pieds, ils se prenaient dedans, les gars, ils étaient freinés. Et puis en plus, c'était troué, donc on voyait la table derrière, c'était pas évident. Ouais. Du coup, t'as une surprise en 450? Ouais, quelques-unes du coup. Bah Ah, déjà, Webster, c'est ça son nom, l'Australien. c'est ça, ouais, Kyle Webster. Voilà, tu t'en avais parlé là dans le podcast précédent, il me semble. Et j'ai vu du coup qu'il était australien et qu'il avait été sélectionné pour le Motocross des Nations avec les Lawrence. Ok. Bon, voilà, du coup, petite nouveauté, petite news si jamais vous n'étiez pas au courant. Et ben moi, j'étais pas au courant, effectivement. Et du coup, il roulera en 250, lui, Et bah, je pour les pense, ouais. nations? Oui, ils vont pas mettre un des Lawrence en 250 à mon avis. Donc, ouais, il redescendrait. Enfin, il redescendrait. Est-ce que lui, dans son championnat national, enfin, je sais pas trop ce qu'il fait exactement. Parce que je crois qu'il vient là, il fait pas toute la saison, il n'a pas été là depuis le Alors, a début. priori, c'est que pour de ce qu'ils ont dit à la télé, c'est que pour ces deux courses-là. Il est dans le même team que l'ancien team d'Ansty, Mhm. Firepower Honda. Et apparemment, ouais, il fait tout le championnat australien, donc j'imagine qu'il fait motocross et supercross en Australie. Et alors, moi, j'ai supposé qu'il le faisait en 450, puisqu'il Ouais. est venu là s'entraîner, entre guillemets, en 450. A priori, c'est le team manager qui lui a proposé de venir faire ces deux courses pour prendre un petit peu du niveau sur un Mm. championnat encore plus élevé que l'Australie et pour pouvoir être plus fort quand il retourne là-bas ensuite pour son championnat. Ouais, et ben du coup, lui, petite surprise de l'avoir vu sortir devant, pour le coup, encore une fois, une moto d'un team privé Ouais, qui sort devant. ouais. Ouais, tonton, il a fait un bon moteur. Euh, Ou peut-être c'était le pneu, parce que bon, c'est Ah vrai oui, qu'il est sorti devant et après,
Mais justement, tu me fais penser, parce que j'ai oublié de le noter, mais je voulais en parler, parce que pendant la deuxième manche, ils n'ont pas arrêté de nous dire que Hunter, Lawrence et Justin Cooper n'avaient pas pris le pneu sable pour la deuxième manche, alors que Sexton, si, par exemple, et que du coup, Hunter et Cooper seraient désavantagés au départ, mais devraient être en mesure de compenser sur le reste de la piste. Et c'est vrai que si tu regardes la course et que bon, tu fais pas trop attention au départ, après 2 tours, tu regardes Hunter est un petit peu loin et Cooper encore plus. Mais quand tu regardes vraiment le départ, en vrai, Hunter, après le premier virage, il est entre 4 et 6 et Cooper entre 6 et 8 ou 3 et 5, je sais plus. Mais genre, les deux sont dans les 8 premiers en vrai. Donc, Ouais. c'est peut-être un départ un peu en deçà de ce que Hunter et Cooper ont l'habitude de faire, mais c'est pas un mauvais départ du tout. C'est après qu'ils ont eu des problèmes dans les premiers virages et dans le premier tour qui les ont fait un petit peu dégringoler. Mais voilà, concrètement, il n'y avait pas de quoi mettre un pneu sable, quoi. Non, bah ça rejoint un peu moi ce que je disais et la théorie que je soutiens, qu'il faut arrêter de choisir le pneu en fonction de la ligne de départ parce que voilà, je suis pas persuadé que le pneu fasse la différence entre un hole shot et partir 20e. Je pense pas que ça fasse un gap comme ça pour un mec comme Hunter, enfin pour tous ces gars-là. Donc peut-être qu'il fait une moins bonne position, la preuve, s'il fait pas le shot, il fait peut-être 4 ou 6, mais 4 ou 6, encore une fois, il est dans une bonne position, il est dans le wagon de tête et qui imprime un bon rythme pour potentiellement aller chercher un podium comme il a l'habitude de faire, voire une victoire. Et effectivement, après, quand tu pars 4 ou 6 et qu'il te reste 30 minutes pour faire la différence, et que tu as le pneu qui te permet de faire cette différence avec lequel tu es à l'aise sur ces 30 minutes, je pense que ça vaut plus le coup de partir 6 minutes et d'être à l'aise sur 30 minutes que... enfin, j'ai dit 6 minutes là, non? Ouais. Ouais, non, ça vaut plus le coup de partir dans les 6 et du coup d'être à l'aise les 30 minutes suivantes avec un pneu qui te convient, plutôt que de partir 1 et d'être sur la retenue pendant 30 minutes, d'être un peu en galère avec l'adhérence ou de pas te sentir à 100% à l'aise. Parce que je pense que les 30 minutes, elles te paraissent un peu plus longs et surtout si tu as un Sexton qui arrive derrière et qui est là pour gagner. Quoi. Donc, bon, voilà, moi je reste sur ma position de arrêter de me prendre ce pneu-là, demander juste à tonton de préparer le moteur. Et déception en 450. Attends, parce que du coup j'ai dit. Ah ouais, non, j'ai dit Webster, mais c'était pas le seul. Un Malcolm Ah, ok. Stewart. Un Malcolm Stewart encore de mieux en mieux, je trouve, toujours en progrès. C'est vrai. Parce que là, il était combien là? Il fait top 10, mais entre 10 et 5 même. Non, là, il fait 6 et 7 au final, les Eh manches. ben, voilà, ouais, donc pas loin du top 5, entre 5 et 10. Ouais. Ah oui. Donc ouais, c'est en progression. Et même lui, je te dis, on l'a vu à l'écran faire des petits sauts, des fois jouer un peu avec la piste et tout, s'en inspirer. Donc moi, ça me redonne un peu de baume au cœur parce que je voyais un steward qui se satisfaisait des manches qu'il faisait. Je te dis, à deux doigts de croire qu'il faisait exprès de se foutre de cabane en supercross pour partir derrière. Et puis après, bah, tu te dis, ouais, les gars, je suis parti 20ème, donc si je fais 12, c'est pas si mal quand même avec le plateau qu'on a. Enfin, ouais, il y a des chutes qu'il a fait en supercross. Donc là, ouais, non, c'est cool de le voir s'accrocher comme ça. Et puis, ouais, t'as l'impression qu'il s'amuse un peu, qu'il prend plaisir à rouler en outdoor et qui, en plus, les résultats sont en progression. Donc, il y avait ça. Et attends, il n'y avait pas une autre de. Parce que je m'en suis dit plusieurs là sur la manche. Bon, ça me revient, je le dirai après. Ok. Et sinon, aussi, petite mention spéciale, Brock Tickle qui revenait pour cette épreuve, qui fait 12 et 15 pour Ouais. une 13e place au général. Pas loin du top 10. Je pense qu'il fait aussi la suivante, je crois. Aucune idée, mais j'aurais tendance à penser qu'il va toutes les faire en fait. Ah ouais, bah, je crois que, enfin, moi j'avais vu des articles, juste le titre, et je crois qu'il était dans la course pour Ok. deux épreuves. Donc au moins pour l'instant. Après peut-être qu'effectivement il continuera par faire les autres, mais il me semble qu'il en fait deux, donc j'imagine que c'est celle de la semaine prochaine aussi, qu'il va pas laisser de pause pour revenir à une plus tard. Ou à la fois, enfin peut-être que vu qu'il joue pas le championnat, peut-être qu'il sélectionne en fonction des terrains qu'il aime bien, et s'il a pas un anniversaire le week-end prochain, ou un truc comme ça, quoi. C'est possible. Donc ouais, pas mal, Brock Tickle, 13e place au général, pas loin du top 10. S'il continue comme ça et qu'il les fait toutes, je te dis, moi je vois bien un petit top 10 quand même d'ici à la fin de saison. Ouais, bon, il est là où je m'attendais à le voir, hein. C'est top 10 d'ici la fin de saison, oui, peut-être, mais je sais pas.
Écoute, si on perd pas plus de pilotes, Ouais. ça me paraît un peu compliqué quand même. Surtout que bon, là dans le top 10, du coup, Ferrandis n'y est pas à cause de sa chute en première manche. Ah oui. Alors Webster, à la limite, devrait repartir, donc ça va se rééquilibrer à ce niveau-là. On a Nicoletti aussi, vu qu'il était pris dans la chute avec Ferrandis, il n'est pas dans le top 10 non plus au général. À voir, écoute. Et déception du coup 4,50. Bon, j'ai envie de dire Craig parce que Craig, je le voyais. Je crois qu'en première manche, t'as les résultats de Craig là? Craig, il est 10e du général avec une 8e et une 13e place. Ah bah finalement, en fait, il est bien monté, donc c'est pas tant une déception que ça parce que je l'ai vu loin en deuxième manche au début. Et je me suis dit, ah bah mince, parce que je l'ai vu justement ouais, dans le top 10 et tout en première manche. Je le voyais, je crois, avec Stewart et il se suivait un peu tout au long de la manche. Donc j'étais assez surpris parce que, encore une fois, les deux, j'ai l'impression ouais, qu'ils suivent un peu la même progression. Tu regardes les premières épreuves, ils étaient assez loin tous les deux. Et là, petit à petit, bah, ça grappille des positions. Donc non, au final, non, pas une déception, au contraire. Il a dû avoir quelques pépins peut-être en début de manche, en début de deuxième manche, et un résultat pas trop mauvais. Du coup aussi en deuxième manche. Donc non, là, j'ai pas de déception qui me viennent directement. Enfin, au bout d'un moment, je vais pas citer Ferrandis tous les week-ends. Hein, on va pas forcer. Après, je suis déçu plus, enfin aussi à titre personnel parce que j'ai envie de le voir gagner et que je suis derrière lui. Mais ouais, au final, enfin, quand il finit 7 il est encore à sa place. Et enfin, il fait combien au général? Parce qu'il fait 7 en. 12. Ouais. Voilà, 12. 19 et 5. 19 et 5. Donc, ouais, non, je ne citerai pas en déception parce qu'effectivement, en plus, les résultats, on est sur un top 5, mais après, ça n'empêche que il prend encore je ne sais combien de secondes par Sexton et que ben, moi, je suis déçu dans le sens où j'aimerais le voir gagner et qu'on sait que ça n'arrivera pas cette année. Donc, j'aimerais quand même le voir sur un podium avant la fin d'année. Et puis surtout, le voir choper un guidon d'usine là et se remettre dans de bonnes conditions pour essayer de faire quelque chose avant de s'en aller parce que bon, là, c'est pas possible. Et bah tu fais bien d'en parler parce que justement je voulais venir sur le sujet, toi qui parles souvent de tu veux revoir Ferrandis sur un guidon d'usine. Ces derniers temps je me disais, et en fait Triumph l'année prochaine normalement ils sont censés aligner des 450. Et j'ai Ouais. entendu récemment que ça allait peut-être être repoussé, que ce serait peut-être pas pour l'année prochaine les 450 chez Triumph. Ah ouais. Et du coup, Ça va chi. bon, Il va, c'est il ça. va- il va encore pleurer pour faire le supercross, lui. C'est exactement la question que je voulais te poser. Savachi, déjà en prenant en considération l'outdoor qu'il fait, qui est quand même pas mirobolant, parce qu'encore une fois, il n'est pas dans le top 10 des 250 à Redbud. Donc j'ai pas ses résultats sous les yeux. Il me semble qu'il a fait une manche correcte et une manche encore pas terrible du tout. Je sais pas s'il est tombé ou si c'est encore la moto qui a cassé ou quoi. Mais est-ce que tu penses que Savachi, il serait OK pour du coup refaire une année comme celle-ci où il roule pas en supercross et il fait l'outdoor et comme ça au moins il garde son guidon d'usine, il a son salaire, il a des bonus s'il performe en outdoor et il a surtout un guidon en 450 d'usine garanti pour 2026, ou est-ce que tu penses qu'il va se mettre à chercher autre chose pour 2025? Bah, moi, je pense qu'il s'arrêtera pas de chercher et que ça va plus être en fonction justement de ce qu'on lui propose derrière. Parce que. Après, voilà, je pense que là, c'est plus l'argent qui va faire peser dans la balance. Est-ce que. Enfin, pour somme égale, est-ce qu'il va préférer partir de chez Triumph et rouler, je sais pas, peut-être pour Suzuki? En général, c'est un peu Suzuki qui récupère les gars comme ça, là, qui partent des motos prototypes, des motos tests, là, comme Beta avec Nichols, ou trucs comme ça. T'as toujours Suzuki pour les rattraper. Et, allez, venez les gars, venez. Le guidon d'usine. Remarque que Beta, ça fait une place pour Savachi l'année prochaine. Oh. Faut arrêter la bêta là, faut arrêter. Non, je sais pas. À mon avis, lui, enfin, vu comme justement il s'est bataillé pour faire le Supercross 250, et je pense qu'il aurait les boules de devoir encore être sur la touche l'année prochaine et en plus repartir en 250. Est-ce que de rouler en 250 c'est quelque chose, il est content de le faire ou est-ce qu'il le fait parce que là, les projets c'était ça, si tu refais une année en 250 et ensuite tu reviens en 450, donc peut-être que lui, tu vois, c'était le truc, bon, pour un an, ouais, c'est fun, nouveau challenge, machin, enfin voilà, peut-être que ça lui plaisait bien. Est-ce que par contre, ça le dérangerait pas, bah finalement c'est encore une année de plus et on espère qu'en 2026 tu puisses repasser sur une 450, aussi pas de supercross, enfin ouais, ça fait pas mal de trucs, donc je pense que c'est plus l'argent qui va peser dans la balance
et les propositions qu'il aura ailleurs aussi. Peut-être que pour moins de sous, mais bah, potentiellement, enfin moins de salaire, mais des potentiels bonus en supercross et en motocross. À la fin, peut-être que voilà, il arriverait mieux à s'y retrouver avec un autre guidon, mais à la fois, je ne le vois pas récupérer un guidon d'usine non plus. Donc, quelque part. À part chez Beta, peut-être. Mais je pense que du coup, dans ce cas-là, autant rester chez Triumph, quoi. Ouais, tu préférerais rester chez Triumph que rouler sur la bêta? Non, en vrai, je dis ça, le bêta, mais j'ai des a priori dessus, comme j'en avais sur la GasGas avant qu'elle arrive en supercross et en motocross, avant Ouais, qu'il relance, je sais pas s'ils en avaient déjà lancé avant, une gamme cross. je crois pas. C'est vrai qu'avant, moi, GasGas, je le connaissais avec l'enduro. Et GasGas, ouais, arrivé, enfin, je me souviens de celle de Tonton, voilà, c'est Tonton qui roule en GasGas encore. Je me souviens de celle de Tonton, la GasGas à l'époque, je revois des photos là, à Michery, avec ses fourches complètement enfoncées dans le sol là. Mais mais du coup, non, en fait, c'est des a priori que j'ai dessus. J'ai jamais mis mes fesses sur ni une gaz-gaz, ni une bêta. Donc non, c'est des a Oui, priori que j'ai sur la marque, mais parce que je la trouve pas belle aussi. Mais en soi, enfin non, quand tu es à ce niveau-là, s'ils te payent autant et que même tu as la possibilité de faire plus d'argent parce que peut-être tu auras des bonus en te qualifiant en finale en supercross, bah peut-être qu'il vaut mieux rouler. Et puis voilà, encore une fois, essayer de se montrer aussi parce que pendant que lui il s'entraîne sur la 250 pour faire 10 en outdoor, bah c'est peut-être mieux d'aller sur une bêta. Et tu seras pas beau, mais au moins tu te montreras et puis peut-être que ça t'ouvrira d'autres portes ou au moins que ça te fera gagner des sous parce que finalement la bêta elle est pas belle, mais peut-être qu'elle fonctionne. ouais, puis tu peux prendre de l'argent pour ton équipement et tout ça, quoi. Tu peux avoir Aussi, des ouais. sponsors Ouais. personnels où là, bah, c'est un petit peu inclus, j'imagine, dans le salaire et les bonus chez Triumph, mais Ah, parce qu'ils roulent Renan tous là. ouais, en tant que team 250, là, ils négocient pas leur propre deal pour les équipements, donc c'est toujours de l'argent un petit peu en moins aussi pour le pilote. Ouais, j'avoue que Savachi, je pense qu'il doit être un petit peu déçu de sa première moitié d'été. Et Mm. effectivement, ce qu'il y a, c'est que le deal Triumph et de rouler en 250, c'est intéressant s'il peut avoir des bonus de top 3 en fait. Parce qu'à mon avis, c'est les seuls bonus qui touchent actuellement chez Triumph. C'est un team usine et je pense que Savachi, il était considéré engagé pour faire des podiums et peut-être même gagner des courses. Je pense que lui, il savait que ce serait un gros challenge, mais qu'il se considérait quand même comme un prétendant au titre avant la première épreuve. Et, euh, et là, bon, la moto, elle a cassé une ou deux fois pour Savachi. Je sais pas, il y a eu peut-être trois casses mécaniques chez les Triumphs depuis le début de l'outdoor. Bon, c'est des choses qui arrivent avec les nouvelles motos. Mais il y a eu aussi plein de fois où c'est le pilote qui a pas performé comme on l'attendait avec Savachi cet été. Oui, Donc, bah, là on l'a vu, je crois, se faire doubler à un moment donné par Digan. Il a même pas essayé de résister ce week-end. C'est que il a vu, c'est Digan, bon bah il a fondu sur moi, j'ai pas le niveau, passe. Et puis j'essaie peut-être de suivre de virage et non, il est pas au niveau pour gagner des manches ni pour faire de podium quoi là. ouais. Après, peut-être qu'il était malade ce week-end ou quoi. On verra si ça continue ou s'il revient un peu plus. Parce que ça allait dans le bon sens pour Savachi jusqu'à ce week-end, je trouvais quand même. Mais Mhm. là, les départs n'y étaient pas. Et ouais, on l'a pas vu à l'écran du week-end, quoi. Donc oui, en tout cas, ce sera intéressant à suivre. Est-ce que Triumph aura bel et bien une 450 en course l'année prochaine ou pas? Et qui est-ce que Beta va engager pour remplacer Colt Nichols? Parce que c'est vrai que par contre, Benny Bloss, euh, il n'a pas fait de moins bons résultats que par le passé avec la Beta en fait. Il a galéré un peu plus en début d'année, mais il a fini par accrocher, je crois, un top 10 en finale Supercross. Ouais, ouais, je crois il a fait top 10. Ouais. Donc c'est possible. Après, je suis d'accord avec toi que la Beta est vraiment pas belle. L'avant rouge, l'arrière bleu et le réservoir blanc, laisse tomber quoi, c'est zéro. Ouais, heureusement qu'on me demande pas trop de la designer chez MGT Design celle-là parce que. Quoique, ce serait un Et beau challenge, je l'accepterai avec plaisir. Donc si jamais vous avez une bêta, n'hésitez pas à venir chez MGT Design, on fera quelque chose pour vous. le mieux, si tu changes pas le réservoir, c'est de mettre des plastiques blancs et de faire une moto blanche en base déjà. Ouais. Et justement, j'imagine que tu as dû regarder, parce que bon, à la télé, on les remarque pas plus que ça, mais tu as dû les regarder un peu sur Instagram, la plus belle déco américaine pour Redbud. Tu l'accordes à qui? Eh ben, je les ai pas, non, je les ai pas toutes bien vues pour le coup. J'ai pas trop, Oh là 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 là. j'ai Faut trop que tu me de, fasses tout ton ballot là.
trop de boulot. J'ai bien les décos qui sortent de chez MGT en tête, mais Allez, celle de arrête, Redbud, t'étais à la plage juste avant de tourner ce je- podcast mais pour te justement, détendre. Alors, ne dis pas que t'as trop de boulot là, stop. bah voilà, bah donc c'était détente sans Instagram et compagnie. Donc non, j'en ai vu quelques-unes. J'ai vu la plaque avant de Sexton avec voilà, au drapeau américain avec les étoiles sur fond bleu et les bandes blanches et rouges sur le côté là de part et d'autre. Mais même dans l'ensemble, j'ai pas tout vu. Donc après, je sais que si j'ai vu un peu les stars qui, comme chaque année, moi j'aime bien. Hein. En plus, la YAM, je trouve qu'elle s'y prête bien quoi, à faire une déco. La Kawa était pas mal aussi là de, mais ouais, il faudrait que je les ai à nouveau sous les yeux là. Faudrait qu'on change là, qu'on arrête d'être un podcast d'amateur avec là il y a je sais pas, il y a un grand écran qui d'un seul coup m'affiche les trucs et me montre les décos sous les yeux pour que je puisse te donner mon avis parce que là, ouais, je te mettrai un billet au hasard. Mais et toi, laquelle t'as apprécié? Eh ben moi j'ai bien apprécié la KT parce que la Kawa je trouvais qu'elle était stylée mais je trouvais que c'était trop, tu vois, à un moment donné j'aime pas qu'il y ait un drapeau américain sur toute la moto quoi. Ouais, et puis c'est vrai Et qu'on la avait plus beaucoup de KT, verre pour la Kawa, il me semble. Il y avait pas mal ouais, de blanc. il y avait la plaque avant et le garde-boue avant qui était vert, tout le reste était blanc avec du américain. Hmm. C'est joli, mais c'est pas ce que j'ai trouvé le plus beau. Au final j'ai bien aimé la KT qui en avait surtout sur les plaques. Hmm. Et j'ai bien aimé la Honda qui n'avait pas tellement une déco américaine, c'était plus un truc Woody Woodpecker, j'ai l'impression, un truc comme Ouais, ça. bah, j'ai vu celle de Jet du coup qui était dans le paddock, j'ai vu celle-là et je sais, bah, j'imagine que Hunter avait cette déco-là aussi du coup. Ouais. Ok. Et mais j'ai trouvé que c'était plus joli que leur déco habituelle. Ouais. Ouais, bah, ouais. De toute façon, même la déco habituelle, je suis pas super fan. Ça, j'étais pas super fan non plus. Mais après, moi, j'aime bien le changement. J'aime bien pour une Mm. épreuve quand ils changent, même si c'est pas forcément du coup la déco de mes rêves, c'est que je mettrais pour sûr. Je suis quand même, ouais, j'aime bien quand ils font des petits clins d'œil à certains trucs, à certains événements ou des choses comme ça sur un événement de manière ponctuelle. Je suis d'accord avec toi, ouais, c'est toujours cool de faire un petit truc différent de temps en temps. J'aimais bien quand ils faisaient à l'époque pour pour la sensibilisation au cancer du sein, qu'ils faisaient des décos avec du rose Les- Ouais, en Supercross. et puis ils avaient fait aussi, je crois qu'ils ont déjà fait aussi avec les enfants justement handicapés, où ils mettaient justement des Oui, dessins d'enfants carrément, ouais, ça les ils le imprimaient font aussi tous. encore, ouais, pour Ouais, ça Saint-Jude. Ouais. c'était sympa aussi ça, de mettre carrément les dessins des enfants sur la Ouais. déco directement. Et puis j'aime toujours aussi quand ils font la petite course avec les décos rétro, c'est toujours sympa, je trouve. Puis ce qui Hmm. est encore plus stylé, c'est quand les équipementiers se prêtent au jeu aussi et qu'ils ont des tenues. D'ailleurs, la tenue Fox, je trouve qu'en ce moment, Fox, ils font pas beaucoup de trucs stylés, mais la tenue Fox de Redbud de Masterpool, je la trouvais cool. Et la tenue Alpine Star des pilotes Alpine Star, donc Sexton, Hunter Lawrence, Justin Cooper et. Non, je dis des bêtises, Justin Cooper, il est habillé par Thor. Pourtant, j'avais l'impression qu'il avait un peu la Euh, même tenue. Mais T'es sûr qu'il est habillé par Thor? Je crois qu'il l'est plus, hein. Il est passé Alpine ouais, Star, de casque il est Alpine Star, donc à mon avis il est passé Alpine Star aussi équipement. ouais, c'est possible. C'est Cette année en possible. Bah, il semble 450. qu'il avait la tenue Alpine Star américaine, donc ouais, ouais. Et Hmm. très cool Viable aussi, en aussi. tout cas, la tenue Alpine Star. Bah, moi, j'aimais pas trop celle-là pour le coup. Avec les sponsors des pilotes, ça passe un peu mieux, ça l'habille un peu. Mais alors, les photos que Sexton a fait, par exemple, pour la présenter sur Instagram, elle est vide, elle est vachement bleue. Et ouais, non, je suis pas Et fan du tout. puis, le petit flocage doré, moi j'ai trouvé que. Bah, Je c'est trouvais qu'il était pareil, moi, stylé. il manquait de design ce flocage. Il faut au moins un petit contour noir pour faire ressortir un peu le doré. Parce que là, il était directement collé Oh, comme sur ça fond dessus, pas bleu, de non, moi je trouvais contour. que c'était élégant, je trouvais que c'était beau, un peu raffiné, c'est bien. Ouais, non, là, moi, j'étais pas séduit par les tenues Alpine Star, un peu déçu. Hein. On va te laisser un an, puis l'année prochaine tu diras qu'elles étaient belles. Non, parce que ça, les tenues, ça change tellement que t'oublies. J'ai déjà oublié celles qui étaient stylées parce que je sais qu'en Supercross c'est pareil pour certains événements. Justement, ils sortent toujours des éditions limitées qui sont pas toujours en vente aussi malheureusement d'ailleurs au tout public. Mais non, ça change tellement que t'as pas le temps de t'y habituer. Autant les motos, c'est celles que tu revois tous les week-ends et parfois pendant plusieurs années leur déco là, ou la forme des ouïes ou tout ça. Mais les tenues, t'as pas le temps justement de qu'on te fasse du bourrage de Hum. crâne et, et de t'y habituer. Et d'ailleurs, j'ai été surpris aux X Games, j'ai vu que One Industries, ils T'es existent relancé? toujours, Ah ouais? et ils ont une. Comment? Ouais, ils se sont relancés dans les Bah tenues. ouais, ouais, parce qu'effectivement, ils avaient disparu de la circulation. Et j'ai été sur leur site. Pour l'instant, il n'y a qu'un site américain avec des prix en dollars. Mais donc, ils ont des tenues et des vêtements casual. Mais j'étais hyper surpris de voir
Qui est-ce que c'était? C'était Taka, je crois. Non, c'était Genki Watanabe qui était sur le Best Whip et qui avait une tenue One Industries bleue et blanche, qui était d'ailleurs assez cool. Et donc, ouais, j'étais hyper surpris de voir qu'ils existent encore et qui sait peut-être qu'ils vont venir en supercross et motocross d'ici quelques années. Bon, tu nous donnes ton podium 250 et 450 pour la semaine prochaine à Milleville. Et là, t'aimerais bien, mais tu vois même pas quelle piste c'est. Et Milleville, bah, du coup, est-ce que c'est celle où Ferrandis s'est fait sortir par Barcia? Non, ça Eh, c'était Budds Creek. hein, Milleville, non. c'est celle, tu sais, où il y a les whoops en sable, puis épingle à gauche, puis relais whoops en sable, et il y a le saut où Chad s'est fait éjecter de sa moto. Ah oui, oui, oups, plutôt des vagues. Oui, ils les appellent des whoops, mais oui, c'est des vagues. Ouais, ok. Oui, oui, du coup, ouais, je vois. Euh, En 250. C'est un peu sablonneux là-bas, non? Ouais, un petit peu. Ouais. Euh, bon, je pense que Digan revient en force. Digan 1. 2, Vial, il arrête de mettre la cabane sur le chien et il fait 2 en prenant une manche. Et 3, j'hésite entre Masterpool et Aimas. Oh, un petit Shimoda aussi. Allez, je mets un billet sur Masterpool parce que c'est lui que j'ai envie de voir. Ah non, attends, c'est un peu sablonneux, il est limite physiquement. Je change. Aimas poursuit sur sa bonne lancée. Ok. Eh ben, du coup, moi, je vais dire Shimoda, Vial, Digan. Shimoda. Il met la pression 3 tours, il refera ça là, en deuxième manche dans le sable et c'est tout. Écoute, je l'attends, on va voir ce que ça donne. T'as dit qui Shimoda? Qui après? Shimoda, Vial, Digan. C'est quoi, je Ah vais les ouais, noter. Je vais les noter. tiens. Toi, t'as dit Digan, Vial et Vial, Aimas. Aimas. Et ouais, je dis Shimoda, Vial. Et c'est avec un cœur lourd hein, que je ne mets pas Masterpool sur le podium. J'aimerais bien le voir faire un podium encore, mais bon. Et en 450? Sexton, il poursuit, il gagne. Hunter 2 et 3 Cooper. Ouais, je serais parti là-dessus aussi, mais c'est pas marrant si je te dis la même chose. Du coup, je vais te dire Lawrence, Sexton et Plessinger en 3. Voilà, c'est mon podium pour Milleville. On se retrouve la semaine prochaine. Et jusqu'ici, portez-vous bien. Merci à MGT Design de nous avoir suivis sur ce podcast. Et bon, bah, c'est bien, on va le sortir tôt cette semaine. On va pouvoir profiter toute la semaine. Et ça va être long à attendre hein, jusqu'à samedi. Mais ouais, on va essayer de profiter de la plage un peu là pour s'occuper, mais ça va le Tu faire. reprends la moto bientôt ou c'est comment? Bah écoute, peut-être que on est quel jour là? Dimanche, lundi, demain. Peut-être faire 2-3 tours de roue sur du plat. Donc, parce que là, la cuisse ça va. J'arrive à marcher, courir même. Je la sens plus trop, me mettre accroupi. Donc, je pense qu'il faut pas trop forcer, mais ça a l'air d'être réparé. Je pense que tu donnes 7 jours de plus et je peux dire officiellement qu'il n'y a plus rien, quoi. Et la côte, par moment, ou en général fin de journée, quand je fatigue un peu, que je sens encore un petit peu. Donc, bon, je pense que c'est consolidé, mais ouais, bon, faudrait refaire un petit check-up là pour confirmer ça, quoi, et être sûr. Hein. Mais bon, voilà, demain, du coup, ce sera sur du plat. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de saut, tranquille, histoire juste de faire 2-3 tours, histoire de dire, quoi. Et en parlant du coup de blessure, juste très rapidement, ton œil de préparateur physique sur Jet Lawrence, donc 6 à 8 semaines de convalescence. Donc a priori, il va pouvoir reprendre la moto peut-être 2 semaines avant la première épreuve du Super Motocross. Avec cette blessure au pouce, est-ce que tu penses qu'il va forcément perdre un petit peu de caisse physiquement ou est-ce que tu penses qu'il peut faire le boulot qu'il faut
en dehors de la moto pour rester aussi affûté que possible et pas le sentir quand il reprendra? Niveau cardio, oui, du coup, il peut monter sur un vélo, courir, ça, il peut continuer de le faire, donc il peut se maintenir à ce niveau-là. Après, ça va, par contre, enfin voilà, aller à la salle, pousser, là, il va pas trop pouvoir le faire, quoi, parce que j'ai vu qu'il avait un plâtre. S'il garde son plâtre, et puis même sans garder le plâtre, hein, il faut le temps que ça se consolide avant de repousser une barre, porter de la charge. Donc là, il va pas pouvoir faire grand-chose. Après, j'ai envie de dire que j'ai envie de prendre en considération le pilotage du garçon. Et vu que c'est un pilotage assez en finesse, je suis pas persuadé non plus qu'il ait besoin d'être très, très fort. Enfin, disons que c'est pas lui que ça va handicaper le plus quand tu vois le pilotage. Le fait d'être un petit peu diminué physiquement. Tu vois, je pense à un Tomac par exemple, qui lui, au contraire, je pense qu'il a vraiment besoin d'avoir la caisse physique au top, parce que voilà, c'est un pilotage un peu plus bourrin où je prends l'embrayage, je mets à fond un peu plus en force. Et donc, lui, je pense qu'il a besoin d'être fort physiquement pour encaisser les 20 minutes de finale. Mais Jet un peu moins. Après, c'est un peu, hein, ça n'empêche que il sera un peu diminué et ça risque de se ressentir. Mais après, est-ce que du coup, ça va l'empêcher d'être à fond sur les 20 minutes? euh, Bon, je suis pas persuadé. Et puis, comme tu le disais, voilà, techniquement, je pense que sur tout ce temps, il va pas perdre techniquement. Donc, il aura pas progressé, mais il va pas perdre non plus. Donc je le vois quand même pour un client dans 6 à 8 semaines, même avec 2 semaines de préparation avant le SMX, quoi. Ok, et si on prend en considération, par exemple, admettons que Jet, l'année dernière, fin septembre, il part de zéro, il se fait sa prépa physique octobre, novembre, décembre, il se fait le championnat Supercross, il fait le début de l'outdoor, et là, si on imagine que, donc il atteint un certain niveau physique, et si on imagine que pendant 8 semaines, il fait rien du tout, il peut juste vivre comme un être humain normal, mais il va pas faire de sport. Est-ce qu'il perd vraiment tout le travail qu'il a accompli pendant ce temps-là et le niveau physique qui est gagné en 8 semaines à rien faire du tout? Tu perds tout? Ou est-ce que tu perds la moitié et tu repars pas de zéro quand tu dois te repréparer? Qu'est-ce que tu en penses à peu près? Non, tu repars pas de zéro. Après, bon, là, moi, je donne mon avis voilà, de mon expérience et de ce que j'ai pu étudier, etc. Mais là, il faudrait, je pense, faire appel plus à des scientifiques qui ont. Je pense que ça, enfin, ça a été des études qui ont été menées pour voir justement combien tu perds en pourcentage et que ce soit beaucoup plus parlant. Donc, moi, je vais pas donner de pourcentage. Mais ce qui est sûr, c'est que tu perds pas tout. Et puis qu'il y a aussi ce phénomène de mémoire musculaire qui fait que tout le travail qui aurait été fait avant, quand bien même il perdrait tout, c'est plus facile de le retrouver, de le récupérer, de revenir à ce niveau-là, une fois que tu l'as déjà fait, une fois déjà que tu l'as déjà fait à ton corps, que si tu n'avais jamais fait avant ça. Donc si on compare à quelqu'un qui n'a jamais rien fait, à lui qui a fait tout ça, et s'il était redescendu à zéro, admettons qu'il redescendait à zéro, quoi qu'il en soit, il regagnerait beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'a jamais rien fait et qui lui suivrait une première préparation physique. Maintenant, 8 semaines, non, il perd pas je ne sais combien de mois de préparation et avoir été affûté en plus à s'être entretenu tout le long. Euh, Après, c'est sûr il perd quand même considérablement, surtout si tu dis s'il fait rien, qu'il n'y a même pas de footing justement pour continuer d'entraîner, pour continuer de solliciter tous les muscles. C'est sûr que s'il fait rien, il perdra beaucoup plus que s'il se maintient, mais ne serait-ce que déjà de pouvoir courir, faire du vélo et donc maintenir une intensité d'entraînement, même si c'est pas ciblé du coup par exemple voilà, sur les pecs, sur des groupes musculaires comme ça, qui va travailler en complément à la salle. Ça n'empêche qu'il n'aura pas perdu énormément et c'est pour ça que on ne s'attendra pas à le voir faiblir, même comme un Master Pool qui lui a faibli tu vois, dans les dernières minutes de manche, où là tu vois clairement, tu l'as vu dégringoler, tu t'étais à te demander s'il n'y avait pas un problème sur la moto même, non c'est bien le bonhomme là qui a un problème. Voilà, je ne pense pas qu'il subira ça sur 20 minutes et d'autant plus que son pilotage effectivement voilà, si on compare encore par exemple à Masterpool, tu l'as vu pousser, là il était poigné dans l'angle, il allait chercher des extérieurs, tu voyais bien qu'il n'avait pas du tout un pilotage économe à ce moment-là, et qu'au contraire même il puisait, il se fatiguait à rouler comme ça au début. Donc avec le pilotage de Jet en plus, à mon avis ce sera pas d'une, euh, d'un gros handicap pour lui arriver au SMX. Ok. Et donc du coup, ce phénomène de mémoire musculaire,
ça s'applique aussi à la capacité physique et à la préparation physique. C'est pas juste quelque chose au niveau du geste et du coup de la compétence et de la technique dans un sport en particulier. Non, non, ouais, c'est par rapport vraiment à ton muscle, ce que tu auras développé au niveau des fibres musculaires, qui le garde en mémoire. Enfin, on dit garder en mémoire, je pense que c'est un peu un raccourci et il n'est pas vraiment question de mémoire comme ce qu'on a dans le cerveau, mais c'est que du coup, une fois que tu as déjà fait alors pas ces connexions, mais que tu as déjà créé ces fibres musculaires-là, ben je pense qu'elles perdent en efficacité quand tu les utilises plus, que tu ne les entraînes plus, mais elles sont encore là. Et je pense que elles partent, mais elles ont besoin, quand elles partent, d'énormément de temps avant vraiment qu'elles se suppriment et que tu reviennes au stade où tu n'as jamais rien fait, tu n'as jamais développé cette partie-là du muscle, tu vois. À partir du moment où tu l'as développé une première fois, quand après tu ne fais plus rien, voilà, pour caricaturer, c'est un peu comme si tu la mettais en dormance et que du coup après elle est plus active, elle est plus utilisable sur un effort, mais que quand ensuite toi tu vas la solliciter à l'entraînement, ben c'est pour ça que c'est plus facile de revenir à ce niveau-là, c'est qu'elle est toujours là, il faut juste en gros la réactiver quoi. Ok, ok, je savais pas du tout. Eh bien, merci pour ces précisions et merci à tous de nous avoir suivis sur ce 8e épisode du Brab Show consacré à la 6e épreuve du championnat amateur pour motocross. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la 7e épreuve à Milleville. Salut! Ciao.